Il y a un démon dehors. Ce monstre dans cette cave n'est pas tout seul. Cette chose vit dans cette forêt. Dans le noir. C'est un démon qui peut ressusciter les morts quand il le désire. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petites mains possédées et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aïtkassi et cette semaine avec mes invités, nous allons nous pencher sur Evil Dead 2, le film de 1987 réalisé par Sam Raimi. Il est sorti l'année de ma naissance, donc c'est forcément un bon film. Avec moi pour cet épisode, il était déjà venu dans le podcast pour parler de Matrix Reloaded. Vous pouvez le retrouver sur Furiosa ou encore dans l'équipe de Monsieur Bobine sur YouTube. Re-bienvenue dans le podcast, Johan. Salut Sofiane, et très heureux d'être de nouveau présent pour évoquer encore une fois une suite, mine de rien, à une franchise culte. Voilà. Ouais, c'est toi qui as voulu faire le 2. Hein. Tu m'as dit, je veux absolument faire le 2. C'était ton... C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, Evil Dead ? En fait, si tu veux, je suis né pareil à la fin des années 80 et en fait, j'ai découvert la saga Evil Dead au début des années 2000 avec le support DVD. Et en fait, le deuxième opus, c'est le premier que j'ai découvert, c'était via l'édition collector qui était sortie chez Studio Canal, donc en forme de livre, etc. Et en fait, ça a été, on va dire, ma porte d'entrée vers un cinéma d'horreur autre que celui que je connaissais avant. Et surtout, ça rejoint, on va dire, ça fait partie des films que j'ai matés un nombre incalculable de fois durant l'adolescence, qui ont été très marquants, au même titre que Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, Zombie de Romero, ou dans un autre genre, Virgin Suicide ou Memories of Murder. Ça fait vraiment partie de ce réseau de films, on va dire, piliers de ma cinéphilie. Et puis, ça a été un film aussi tellement marquant parce qu'il m'a initié, on va dire, à une autre forme de cinéma. Ça va peut-être te surprendre, toi et Nico Pratt. C'est que, en fait, ça a été ma porte d'entrée vers, on va dire, le cinéma des origines, vers une autre manière d'appréhender le langage du cinéma, notamment tout ce qui était les mouvements de caméra libres, et aussi dans la narration, c'est-à-dire les effets baroques, etc., de mise en scène. On va dire que je pense que si j'avais peut-être pas eu cette porte d'entrée-là, peut-être que je n'aurais pas eu, on va dire, l'envie de découvrir un certain type de cinéma. Pas forcément en plus d'horreur, je tiens à le dire, parce que ça m'a plutôt initié vers tout ce qui était, on va dire, le cinéma baroque en général. Voilà. Et donc en plus, ça a été le second film peut-être le deuxième, troisième film de Sam Raimi que je découvrais, puisque j'avais vu les Spider-Man, ça a été mon premier contact, on va dire, officiel avec le cinéma de Sam Raimi, et en fait, ça m'avait donné, au même titre que pour Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, les Wachowski avec Matrix, ça m'avait donné envie de poursuivre l'exploration de leur filmographie. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, une saga charnière. Surtout les trois premiers, puisque j'ai pas vu les deux reboots qui ont suivi, pas par snobisme ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai jamais pris le temps de les regarder. Et voilà, donc c'est vraiment, voilà, donc on va dire une franchise qui compte. Et puis je pense que pour tous ceux qui sont nés à la fin des années 80-90, je pense qu'il y avait aussi, quand on lisait l'écran fantastique, Mad Movies, c'était impossible de ne pas être marqué notamment par les affiches et les visuels de la trilogie. C'est-à-dire l'affiche originale avec du premier, avec la main qui sort pour agripper la femme, ou l'affiche du 2 avec la tête de mort, et puis surtout l'affiche du troisième opus en mode parodie de Frazetta. Voilà. C'était tout un univers
que promettaient ces affiches. Et lorsque j'ai découvert, j'ai pas été déçu. Voilà. Et avec nous aussi, Nico Pratt. Bonjour. Pour une fois, tu parles pas avant qu'on te présente. Ouais, c'est une mauvaise habitude que j'ai perdue assez rapidement. Ça va ? Ça va. Ouais. De retour. Ouais, exactement. Pour voir si j'aime bien ce film. Ouais, absolument. Bah, t'étais un peu... t'étais pas déçu, mais c'est vrai que le premier, tu l'avais vu, tu l'avais découvert en fait juste avant l'enregistrement du précédent épisode. Et tu nous disais que oui, c'était sympa, mais sans plus. Mais là, tu me disais que tu l'avais revu une deuxième fois et tu commences à comprendre. Je l'ai revu pour choper les sons, parce que je revois les films à chaque fois, en fait, après les avoir enregistrés pour choper les sons. Et donc, je l'ai vu en VF. Et j'ai un peu plus apprécié le film. J'ai compris un peu plus pourquoi les gens l'appréciaient autant. Mettre-le une troisième fois, c'est là que ça va le truc, c'est infuser. Il y avait des attentes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et mes attentes, c'était beaucoup plus ce que je vois dans Evil Dead 2 que ce qu'on voit dans le premier, Mais en fait. On me l'avait beaucoup plus vendu le 2, en fait. Quand on parle d'Evil Dead aux gens, les images qui leur viennent, c'est Evil Dead 2. Dans l'esprit des gens, pour moi, Evil Dead 2, c'est Evil Dead beaucoup plus que le 1 et infiniment plus que le 3. Je pense, en tout cas. Ouais, je rejoins tout à fait Nico. C'est vrai que c'est souvent, quand tu parles de Evil Dead, c'est souvent le 2. C'est souvent pour parler du 2. Même s'ils savent pas forcément si c'est dans le 1 ou le 2. Mais les images qui leur viennent, ah bah ouais, Evil Dead, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quasiment tout le temps dans le 2. Ouais, c'était tout à fait... Enfin, quand j'ai vu le 2, là, sans spoiler si j'aimais ou non, c'était exactement ce que j'attendais de la saga Evil Dead, en fait, quand on me l'avait vendu. Donc l'idée d'une suite à Evil Dead avait déjà été envisagée sur le tournage du premier, parce que c'était Irving Shapiro, dont on avait parlé dans le premier, qui a un peu lancé la machine. Et la première idée, c'était de faire un film dans le Moyen-Âge. Donc en fait, la première idée, c'était l'idée qui serait réutilisée dans le 3 plus tard. Le projet est refusé par Universal et par la Fox. Et Rémi décide de se concentrer sur un autre projet dont on a parlé aussi dans le premier épisode, donc Crime Wave. Un presque chef-d'œuvre. Coécrit avec les frères Cohen. Le film a fait un bid pas possible. Mort sur le grill. Il est même un peu tombé dans l'oubli. Si c'était pas Rémi et les frères Cohen, je pense qu'il serait tombé complètement dans l'oubli, ce film. Ah bah, globalement, dans l'esprit des gens, en fait, la carrière de Sam Raimi a quasiment commencé avec la trilogie Evil Dead. C'est-à-dire que même, pour les gens, il a d'abord fait cette trilogie avant de faire le reste de sa carrière. C'est un cinéaste qui est mal perçu, Sam Raimi. C'est un cinéaste qui est mal capté, qui est mal appréhendé en fait par le grand public. C'est-à-dire que et quand je dis grand public, je parle pas des gens que t'invites dans ce podcast. Je parle de mes parents, les gens qui l'écoutent, ou de mes frères. Ouais, pourquoi pas les gens qui l'écoutent. Voilà, c'est un mec qui a souvent été plus petit que ses films, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a réalisé Spider-Man, mais c'est Spider-Man. Il a réalisé Evil Dead, mais c'est Evil Dead. Dans une moindre mesure. En fait, finalement, le seul film, je pense, où Sam Raimi a été vraiment, en termes d'imaginaire, de popularité et de reconnaissance, les deux seuls films où il a été vraiment en raccord, finalement, avec sa création, pour moi, c'est Darkman et Mort ou Vif. Voilà. Darkman, c'est vrai, Darkman. Ouais, bien sûr. Tu pourrais faire une saga Darkman, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, déjà. Ou enfin des directs ou vidéos, mais il y en a eu 3, je crois. Ça compte pas. Sinon, c'est ça, ça compte pas ? Il y en a eu 3. Sinon, je ferais les kickboxers. Tu ferais les Jarhead. Les nuits en enfer. Les Jarhead, mec. Tu sais qu'il y a eu des Jarhead, il y a eu, je crois, 5 Jarhead de Sam Mendes. Un film qui est contre la guerre, ils ont réussi à en faire. Un peu comme les Rambo, quoi. Tu vois, ça part avec des bonnes intentions. Excuse-moi, moi j'appelle ça Hollywood. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc Crime Wave, que j'ai pas vu, mais tu me dis que c'est visiblement c'est une excellente comédie ultra slapstick, qui est un genre que Sam Raimi adore. C'est un film un petit peu mal branlé parce que, encore une fois, il a pas eu les moyens de ses ambitions. Bruce Campbell a un second rôle, mais on sent qu'il est un petit peu rentré au forceps dans le récit parce qu'il devait avoir le rôle principal. Et c'est complètement délirant. Faut imaginer que si le Spielberg des Dents de la Mer a fait 1941, le Sam Raimi d'Evil Dead a fait Crime Wave. C'est un film qui est pas très facile à trouver, qui existe dans une édition, si je dis pas de bêtises, dans une édition. 1941, excuse-moi de te couper, mais c'est horrible 1941. Ouais, mais là, non, je parlais plus dans le ton. Je parlais dans le ton. Voilà, un virage total. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est un film qui est pas forcément, alors déjà que personne ne connaît. C'est un film qui est pas forcément simple à trouver, à ma connaissance, qui n'existe que dans une édition DVD un peu dégueu. En tout cas, c'est celle que j'ai, c'est une édition DVD un petit peu dégueu. Mais voilà, c'est Sam Raimi et les frères Cohen. Et même si c'est dans un registre très, 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 très différent, il y a tout Sam Raimi dans Crime Wave. Vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, Mort sur le grill en français, vraiment, vous passerez un excellent moment. Minimum. Et donc, le film ne marche pas.
Non, c'est un énorme flop. Donc Sam Raimi se dit je vais peut-être écouter Shapiro et je vais peut-être faire une suite à Evil Dead parce que sinon ma carrière va être au point mort total, quoi. Il disait je suis dans le cimetière des réalisateurs après ce film. Il y a souvent été, de rien, tout au long de sa carrière. C'est un peu ça son truc. Ouais. Il revient. Et il revient jamais plus mort. ou moins facilement, quoi. Il est jamais mort. Dino De Laurentiis, comment le présenter? Dino De Laurentiis. Intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Et ben en fait c'est très simple, ça a été un des grands noms, on va dire, des grands producteurs qui ont un peu aujourd'hui disparu, mais qui étaient ces espèces de grands producteurs mégalos, mais en même temps cinéphiles. En fait, il a démarré, comme son nom de famille le suppose, en Italie, en produisant notamment des films comme La Strada, de justement Federico Fellini. On peut même dire qu'il a en quelque sorte parrainé Federico Fellini à ses débuts. Et il a aussi fait ses armes aussi avec Mario Bava. Enfin, il a aussi produit des films de Mario Bava. Et en gros, en fait, au milieu des années 60, avec notamment l'influence d'Hollywood sur Rome, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait eu énormément de tournages de grosses productions américaines à Cinecittà, en fait, il s'est lancé à son tour dans les grosses productions. L'une des plus connues étant la Bible, l'adaptation de la Bible par John Huston, donc des productions à vocation internationale. Après, il décide de faire carrière aux États-Unis. Notamment, il va démarrer en produisant des polars, donc il va vraiment s'installer aux États-Unis. Donc, il va produire notamment des polars et des thrillers politiques comme Les 3 jours du Condor, Un justicier dans la ville, etc. Et notamment Le Serpico de Sidney Lumet. Il va également commencer à se relancer dans la production un peu mégalo. C'est lui qui a produit notamment le premier remake de King Kong de 76 qu'il a confié à John Killermine. Et en fait, au carrefour des années 80, c'est là où ça va prendre sa carrière va, on va dire, exploser de mégalomanie, puisque à la fois il va continuer ses productions, on va dire, trop ou pas assez budgété, diront certains. C'est lui notamment qui lance le Dune, qui va être la première adaptation cinéma de Dune, qui va être réalisée par David Lynch. C'est lui notamment qui produit Conan et Conan le Barbare. Et en fait, il va notamment s'intéresser à l'horreur en récupérant les droits de beaucoup d'adaptations de romans de Stephen King, qu'il va transposer sur grand écran, comme des trucs comme Firestarter, Cat's Eyes, etc. Et c'est lui notamment qui va produire Maximum Overdrive, le premier film réalisé par Stephen King, et on lui doit aussi également des trucs comme Conan le Barbare, etc. Et Conan le Destructeur. Il va même pas mal, c'est pour rejoindre l'exemple de réalisateurs qui sont un peu dans le cimetière, un très grand réalisateur un peu oublié, mais même s'il essaie de le réhabiliter aujourd'hui, qui s'appelait Richard Fleischer, le réalisateur notamment de L'Étrangleur de Boston et de Soleil Vert. Et Mandingo aussi, c'est pas lui qui avait fait Mandingo? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Qui a produit enfin dire un miroir de Autant n'emporte le vent, c'est-à-dire le négatif d'Autant n'emporte le vent, qui s'appelait Mandingo, donc réalisé justement par Richard Fleischer. Et en fait, donc c'est par ce créneau-là que justement de De Laurentiis, qui cherche justement dans le créneau de l'horreur, qui cherche justement en fait par l'intermédiaire également Stephen King, qui va justement récupérer les droits de Evil Dead, notamment parce qu'il voit que le film a cartonné notamment en Europe et dans les salles italiennes, et justement il récupère les droits du film et accepte de produire la suite. Bruce Campbell raconte qu'ils ont mis à peine 20 minutes à justement avoir un contrat, notamment également parce que Stephen King a fait, on va dire, plus ou moins l'intermédiaire entre De Laurentiis et la prod Evil Dead, d'après ce que j'ai compris. En fait, sans Stephen King, il n'y a pas d'Evil Dead 1, il n'y a pas d'Evil Dead 2. C'est-à-dire que Stephen King avait adoré le film et donc on avait fait la promotion comme un influenceur finalement le ferait aujourd'hui. Et en effet, donc De Laurentiis produit Maximum Overdrive, le seul film de Stephen King réalisateur. Spoiler, pas un chef-d'œuvre, mais pas un nanar non plus, mais vraiment pas un chef-d'œuvre. Et en fait, via Dino De Laurentiis, en fait, voilà, c'est Stephen King qui fait la promotion de Evil Dead 2 potentiellement et Sam Raimi. Et De Laurentiis finit par s'y intéresser. Et ce qui est assez marrant, c'est que De Laurentiis a produit le film un petit peu comme Sam Raimi avait produit le premier en mode pirate, c'est-à-dire que De Laurentiis n'avait pas le droit, c'était dans son contrat de producteur, de produire des films X-rated, enfin en gros classé X,
pas X pour pornographique, mais en gros pour ultra-violence. Évidemment, ce qu'a fini par être Evil Dead 2, ils avaient pourtant essayé de changer la couleur du sang, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc, en fait, De Laurentiis avait fondé une maison de production plus ou moins fictive, en tout cas qui n'existait que le temps d'un film, une maison de production qui s'appelle Rosebud. Voilà. Rosebud, ouais. C'est sans doute quelque chose que tu allais dire après, je suis désolé. Non, ok, vous êtes très là bien. pour ça, les enfants. Oui, bah très bien, super. Moi, je suis là pour relax, poser des questions. Et Très bien, voilà. très bien. Et ben on y va. Non, mais c'est vrai, c'est fou de se dire que Stephen King est à la base de tout ça, quoi. Non, et ce qui est J'étais fou- pas du tout au courant, Ce par qui exemple. est fou, c'est que en plus la façon dont on le raconte, c'est que on parle de Dino De Laurentiis, de Stephen King et de Sam Raimi, donc chacun à son niveau, mais quand même on peut parler un peu, pas le monstre sacré, mais en tout cas dans le cas de Dino De Laurentiis, ouais, quand même. King aussi, quand même. Et en fait ça se résume à des coups de fil et des apéros pour dire tiens, je te présente Sam Raimi, il est mortel. Enfin voilà. Bon, évidemment il y a du business derrière, on va pas se mentir, mais ça a l'air dit comme ça a l'air simple. Rémi voulait 4 millions et De Laurentiis a proposé 3,6 millions avec la condition Ouais. que le film ne soit pas au Moyen-Âge, parce que ça aurait Ouais. coûté trop cher. Absolument. Et donc que le film soit remis, ressemble plus au premier, en fait, tout simplement. Il lui a dit, je veux que ça ressemble au premier. Mm. Et De Laurentiis a accepté apparemment en 20 minutes, quelque chose De comme ça. Laurentiis a accepté, sauf que De Laurentiis n'avait pas les droits du premier. Du coup, en fait, ils sont partis sur l'idée de faire une suite, et en fait, ça devait être normalement une suite totalement normale, mais en fait, et ça pour le coup, je connais un peu le podcast, donc je sais qu'on va en parler après, mais en fait, au départ, Sam Raimi voulait faire un résumé en utilisant des scènes du premier pour reprendre la suite de l'histoire. Et en fait, comme ils n'avaient pas les droits du premier film, ils n'avaient pas le droit d'utiliser d'images. C'est pour ça qu'ils ont fini avec cette scène d'intro d'Evil Dead 2, qui est une suite, mais une suite vraiment bizarre, quoi, Ouais. qui colle pas au code de la suite traditionnelle. Mais c'est assez drôle parce qu'on m'avait toujours dit qu'Evil Dead 2 était un remake du premier. Bah, en fait, je Mais pense c'est que- pas du tout un remake du premier, Bah, il y a Johan, juste le début. Johan, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, c'est davantage une façon de voir les choses. Mais c'est officiellement une suite, Ouais. en tout cas. C'est tout ce qui était en germe dans le premier Evil Dead qui est maintenant parfaitement concrétisé dans le 2, en fait. C'est-à-dire que toutes les idées qui étaient en sous-texte, le mélange horreur, humour, etc., et même au niveau des trucages, des SFX et tout, ce qui peuvent maintenant être mis pratiquement exploités, pleinement dans cette suite. C'est vrai que c'est l'archétype un peu de la suite bigger and lourder, comme on dit. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus le terme qui correspond le mieux. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, à part le remake, le mini-remake du 1 au début du 2, après, ça dérive totalement sur autre chose. Oui. Oui, voilà, c'est Vas-y, ça. En pardon. fait, c'est juste qu'au début d'Evil Dead 2, j'ai l'impression que c'est la même histoire mais racontée différemment. Mais finalement, très très vite, on se retrouve à un stade où c'est la suite directe. C'est les 10 premières minutes finalement Ouais. qui perdent le spectateur. Après, à l'époque, quand les gens sont allés en salle voir Evil Dead 2, vu la distrib du premier, ça a pas dû choquer non plus énormément. On était sur une distribution entre guillemets, je mets des gros guillemets, confidentielle. Evil Dead 1 n'a pas été un raz-de-marée. Ça n'a pas été un raz-de-marée, mais pour le budget que ça avait, c'est un énorme succès, en fait. Oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le grand public qui est allé voir Evil Dead Ouais. 2, je pense qu'énormément de gens n'avaient pas vu Evil Dead 1. On n'était pas non plus sur... en tout cas, hors des États-Unis. Ouais. Rémi fait appel à un vieil ami qui avait bossé sur ses courts-métrages, Scott Spiegel, qui pense que le film devrait être plus humoristique, parce que j'ai lu un truc. C'est Bruce Campbell qui disait qu'en gros, faire des films d'horreur, c'était un peu une excuse. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était du slapstick et de la comédie, et que pour rentrer dans le business, ils se sont dit, faire des films d'horreur, ce serait une bonne idée pour rentrer dans le business. C'est ce que Bruce Campbell Ouais, dit. moi ça me paraît un peu cynique, et en fait c'est surtout que l'horreur c'est une bonne façon de s'éclater entre potes pour zéro Ouais. dollar. Donc moi je pense que c'est plutôt l'économie de moyens qui justifiait l'horreur plutôt que le cynisme. Mais Johan, je sais pas ce que t'en penses, mais je Oui, pense en qu'à fait, 20 c'est ans que- ils étaient pas cyniques, en tout cas cette petite bande de potes. Il voulait effectivement faire une comédie et effectivement, il y a eu les contraintes qui ont fait justement qu'ils sont plus économiques, qui ont fait qu'ils sont plutôt dirigés vers l'horreur pour lancer leur carrière. Mais par contre, Sam Raimi a découvert l'horreur un peu plus tard plutôt que la comédie. Mais par contre, il était effectivement déjà intrigué par l'horreur, etc. au moment d'attaquer la production du premier Evil Dead. Même si c'est arrivé un peu plus tard dans sa cinéphilie, c'est un très gros fan de films d'horreur.
notamment des films de Universal et tout. Et par contre, lui dit que ces influences horrifiques pures, ça vient plus d'une école de la suggestion. Il citait beaucoup, par exemple, Roman Polanski et notamment Le Locataire, qui était un de ses films de chevet, en fait, à lui et à Bruce Campbell. Parce que moi, j'avais vu justement il y a quelques années une interview de Bruce Campbell qui disait que c'était un de ses films de chevet à lui et à Sam Raimi. Et pareil, il parlait beaucoup d'un autre exemple de film d'horreur comédie de Polanski justement, qui avait eu une influence majeure sur eux, c'était Le Bal des Vampires en fait. Qui était justement un de leurs films de chevet. Donc ils viennent de là. Ils viennent aussi beaucoup des EC Comics, justement, donc tout ce qui était les Tales from the Crypt, etc. Et bien sûr les Universal Monsters. Mais ça, je pense qu'on en reparlera après, parce qu'il y a aussi des influences qui sont peut-être pas aussi directes que ça au sein du film, mais qui sont plus surprenantes a posteriori en fait, mais qui paraissent évidentes quand on voit le film. Et puis avec autant de contraintes, toutes les contraintes qu'on racontait dans le podcast consacré au premier volet, avec toutes ces contraintes, tu réussis pas un film comme Evil Dead si c'est pas profondément le film que tu veux faire. Ouais. Tout à fait. Enfin, ça, c'est une évidence. J'ai l'impression que Bruce Campbell a ce côté un petit peu, comme tu dis, cynique, un peu sarcastique, Bruce Campbell, Bruce Campbell est profondément ses personnages. Enfin, voilà, quand je dis c'est Bruce Campbell chez Sam Raimi, c'est avant tout Bruce Campbell. Hein. On peut lui mettre un autre prénom, mais c'est Bruce Campbell. Hein. Dans une des versions du script, Ash se retrouvait pris en otage dans la cabane par des ex-tolards. Oui. Ouais, c'était apparemment la toute première version du script. Comme quoi, la deuxième version était peut-être meilleure. Ils ont écrit le script alors qu'ils vivaient avec les frères Cohen, avec Katie Bates, avec Holly Hunter et avec Frances McDormand. Ils vivaient tous ensemble dans la même maison. Ça devait être propre. Et apparemment, ils n'ont jamais mis aussi longtemps à écrire un scénario parce qu'ils étaient trop distraits par tous les gens les gens intéressants qu'il y avait dans cette maison. Donc, c'était impossible pour eux d'écrire, quoi. Évidemment. Ouais, j'imagine. Et une des plus grosses inspirations, bien sûr, c'est les Three Stooges, qui sont un véritable monument aux États-Unis, alors qu'en France, on ne connaît pas forcément les trois Stooges. Non, on connaît. En France, c'est vraiment c'est quasiment inconnu. Ouais. C'est quasiment inconnu. Voilà, c'est. Que là-bas, c'est ça, mais sans déconner, c'est un des trucs les plus importants. C'est l'heure de Funès, tu vois. Ouais, il y a un peu. Je pense que la comparaison est assez bonne. Je suis pas un expert des Three Stooges, mais j'ai déjà regardé quand même quelques programmes, quelques extraits. Il y a du De Funès, voilà, mais de la même façon que je pense ça passe pas l'épreuve de la traduction. Et avant ça, il y avait les Marx Brothers. Bien sûr. Un petit peu dans la catégorie. Voilà, je pense que il y a des choses qui s'exportent pas. C'est-à-dire que t'envoies De Funès aux États-Unis, c'est du bruitage, c'est chelou. Enfin, je pense que ça peut pas marcher. Et je pense que ça fonctionne dans le sens inverse pour les Three Stooges. Pardon, c'est pas. Il y a ça aussi. C'est pas simple à dire. Mais les trois Stooges. Voilà, oui, les trois Stooges, c'est pas simple non plus. Mais non, je pense que ça, c'est le genre de truc. La comédie en vrai s'exporte pas bien, hein. Quel que soit franchement, je pense. On avait Laurel et Hardy qu'on aimait bien, Chaplin, mais c'est vrai que par exemple, on n'est pas, on connaît pas Harold Lloyd, on connaît pas forcément. J'ai l'impression que Buster Keaton, c'est avec les années qu'on a commencé à l'apprécier. Ouais, et puis dans le sens inverse. Enfin, là-bas, je pense pas qu'ils connaissent De Funès. Ils connaissent pas Kaamelott. Hein, non, mais après, on n'a pas forcément tout essayé d'exporter, mais je pense que. On a essayé Les Visiteurs, le dîner de con, ça n'a pas marché. La comédie, c'est un art du dialogue, alors que l'horreur, c'est un art de l'image. Donc voilà, je pense que la barrière de la traduction se franchit beaucoup moins rapidement avec la comédie. Tu sais quel est le plus gros succès niveau comédie de France aux États-Unis? C'est La Cage aux Folles. Ils ont fait le remake. Ils ont fait le remake et là-bas ça a cartonné. C'est peut-être le seul truc vraiment français qui a vraiment marché. Ouais, pour moi c'est une exception, plus qu'une règle. C'est une exception. Ouais. De Funès par contre cartonné dans le reste de l'Europe, d'après ce que j'ai compris. Mais après c'est vrai qu'effectivement, pour revenir sur l'aspect humour, c'est vrai que c'est les comiques qui ont su le mieux traverser les frontières, c'était ceux qui étaient basés plus sur l'humour visuel que sur le dialogue. D'où le fait justement que Chaplin, etc., s'est exporté à l'international, etc., que bien d'autres qui ont suivi par la suite. Très bon exemple, c'est vrai qu'on n'a pas cité Chaplin, et c'est vrai qu'on disait France-États-Unis, mais c'est Europe-États-Unis. J'ai cité Chaplin. Ouais, mais tu seras coupé au montage. Tu ne citeras pas Chaplin. C'est pas grave. Presque tout le film a été tourné dans un gymnase, forcément. Et c'est Marc Shostrom qui s'occupe du design des créatures et du maquillage.
J'ai vu, il a un bon petit CV, mais surtout, c'est lui qui s'est occupé de toutes les créatures dans Buffy. Et moi, ça me touche beaucoup, voilà, je tiens à le dire, ça me fait plaisir. Il a un super CV. Et franchement, là, dans ce film-là, on sent qu'il y a un budget quand même bien supérieur au niveau des maquillages, me dit la jaquette de ton DVD. Tout ce qui est en stop motion, qu'il n'y avait pas forcément dans le premier. Il n'y avait pas de stop motion dans le premier, si je ne me trompe pas. Si, il y en avait sur la fin notamment. Toute la transformation finale, c'est de la stop motion. Là, oui. Là, c'est vrai que la fin, et aussi quand ils se détruisent et ils sont en train de fondre, etc., ça c'est stop motion. Mais là, c'est vraiment beaucoup. Il y en a énormément dans le film. Oui. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées et apparemment, elles ont été perdues. La plus célèbre, c'était celle où en fait l'un des possédés, donc celui qui fait donc le personnage de Jake, quand il était possédé, en gros, il y avait la moitié de la tête qui était coupée. Et en fait, on devait le voir se déplacer tête coupée. C'est celui que Bruce Campbell tue en décapitant avec une hache et dont le sang est vert, en fait. Et lui, comme dans The Thing, quoi. Une tête qui marche. Quoi. Ouais. Je sais pas comment t'es, toi, Johan, par rapport à ça, et toi, Sofiane, mais j'ai absolument pas... Alors, oui, c'est triste quand ça disparaît à jamais, évidemment, mais quand des scènes sont coupées d'un film, c'est pour le bien du film. À la base, j'ai pas du tout cette obsession de vouloir voir un film avec 2 heures de scènes inédites. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, évidemment qu'il y a des... C'est important quand c'est un director's cut parce que le studio a mis son grain de sel et que le cinéaste un peu fou, un peu flamboyant a envie de livrer sa chose, tu vois. Mais en soi, si le film est parfait, revendiqué en tant que tel, en tout cas selon la vision de l'auteur, j'ai pas nécessairement cette envie de voir une version avec 1 heure, 30 minutes, 1 heure et demie de scènes coupées. J'avoue ne pas avoir cette curiosité. Pareil, par contre, garder les scènes coupées en tant que témoignage historique, pour moi, c'est. Ça, on est d'accord. Ça, tu vois, en bonus d'un DVD, ouais, okay, voilà. Mais pas. C'est ça que je dis que c'est un peu triste d'avoir perdu à tout jamais. Oui, c'est des scènes que des gens ont tournées, c'était quand même un truc important. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc je me dis, c'est un peu triste de les avoir perdus à tout jamais, mais va savoir, ils vont peut-être les retrouver, ou ça se trouve, Rémi, il les a quelque part. Mais c'est vrai que dans les bonus, là, enfin, si on peut appeler ça des bonus, il n'y a pas de scène coupée, par exemple. Et je me tiens à m'excuser, le personnage en question, c'était pas Jake, c'était le fameux Evil Ed. En fait, c'est Ed, voilà, qui avait un gros juste. T'es tout pardonné. Le crew s'est amusé à placer des objets dans le film, comme les griffes de Freddy, par exemple, parce qu'il y avait une référence à Evil Dead dans le premier Freddy. Ah, c'est vrai. Il y a un des personnages qui regarde Evil Dead et qui s'endort ou quelque chose. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Je m'en rappelle. Et on n'en avait pas parlé dans le premier film, mais la musique est signée de Joseph Loduca, qui a fait les 3 films, et qui a aussi fait Ash vs Evil Dead. Donc lui, il est vraiment connu pour avoir fait Evil Dead, quoi. C'est le mec qui fait la musique d'Evil Dead. Et sinon, il bosse à la télé maintenant. Il a fait Xena, Leverage. Sam Raimi, quoi. Il bosse avec Sam Raimi, quoi. Spartacus. Xena, c'était Sam Raimi aussi, le producteur. C'était Sam Raimi ? Xena et Hercule, c'est Sam Raimi qui produit. Ouais. Ah, je savais pas du tout, tiens. Ouais. C'était même tourné en Nouvelle-Zélande avec les équipes de Weta qui se préparaient pour le Seigneur des Anneaux, justement. Et pour rebondir sur la bande originale, pas spécialement, selon moi, une grande bande originale. C'est un grand film de son, mais pas de musique. C'est vrai. Voilà, pas la musique qui m'a marqué. Mais comme tu le dis, c'est un film de son. Et comme le premier. Le premier aussi est important. Le son est vraiment. En vrai, si tu m'avais dit il n'y a pas une note de musique dans le 1, je t'aurais dit ouais, c'est vrai. Si, il y en a. Il y en a, mais je serais prêt à le croire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que le 1 se finit avec cette musique, un peu des Three Stooges d'ailleurs, une musique très joyeuse qui n'a absolument rien à voir avec le reste du film. Le décalage est drôle. Voilà, le décalage est parfait, je trouve. Ouais. Donc un budget de 3,5 millions pour un box-office de 5,9 millions. Donc le film n'a pas été un énorme succès non plus, le 2. Pourtant, il est vraiment devenu culte, encore plus que le premier. Le 2 est vraiment de rentrer dans... Je pense que là, encore une fois... les VHS, ça a dû jouer, quoi. Je pense Mais faudrait qu'on regarde la carrière de Sam Raimi. Mais est-ce qu'il a eu un gros succès ? Il a eu Spider-Man. À part les 3 Spider-Man, Oz et Doctor Strange. Même Oz, ça a marché, Oz ? Dans une moindre mesure peut-être, mais pour moi, il a jamais eu de gros succès, quoi. Non, c'est vrai. En fait, ça fait partie, un peu comme justement les cinéastes de sa génération que j'ai cités en début, qui ont explosé, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, donc notamment Jackson et Wachowski. C'est des cinéastes, malheureusement, qui sont connus précisément, qui ont eu un gros succès que sur un titre clé. C'est notamment, comme tu as dit, les Spider-Man pour Rémi, Seigneur des Anneaux pour Jackson,
les Matrix pour les Wachowski. Mais en dehors de ça, c'est vrai que quand tu regardes leurs films a posteriori, tu te rends compte qu'en fait, ça a été beaucoup de sorties de petits films ou de sorties ou même de films qui ont bidé, quoi, qui sont au mieux, qui sont juste à peine rentrés dans leurs frais. Et c'est ce qui fait qu'en plus, tu as des titres qui écrasent malheureusement auprès des gens, on va dire, le reste de leur filmographie. Peut-être aussi parce que c'est des sagas d'ailleurs, parce que Sam Raimi s'est fait écraser par Spider-Man, les Wachowski par Matrix et Peter Jackson par Le Seigneur des Anneaux. La seule variable étant que les Wachowski ont créé leur propre saga. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors que les autres, c'est des adaptations. Ouais, mais Voilà, finalement, c'est la finalité est la C'est même. des adaptations de deux œuvres quand même déjà extrêmement connues. Avant Spider-Man et Le Seigneur des Anneaux, c'était quand même extrêmement Bien connu. sûr, oui, bien sûr. Bien avant que Bien ces sûr, réalisateurs-là se penchent dessus, quoi. Ouais. Et donc, comme tu le disais, le film a eu un rating X, quoi. Encore une fois. Ouais. Et encore Ouais. une fois, je trouve que c'est trop, quoi. Alors, pour être tout à fait honnête, il a été rated X. Encore une fois, c'est pas classé X comme nous, chez nous, porno, hein, c'est pour ultra-violence et tout. De Laurentiis a donc fondé sa boîte de prod Rosebud, et le film est sorti non classé. On peut sortir des films non classés comme ça ? Oui, bien sûr. Et alors, un gamin de 5 ans, il peut aller le voir ? En fait, alors, je connais pas tous les détails, mais le problème de ne pas passer par la commission de censure, c'est que ça te bloque un accès à un grand nombre de parcs de salles. Ah ouais. Entre autres. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que au final, n'importe quel gamin pourrait aller le voir le film s'il n'était pas... Ouais, mais je pense que ça te donne accès à des salles où n'importe quel gamin ne peut pas se rendre de lui-même. Tu te retrouves dans les salles. Typiquement, t'es pas en multiplex, par exemple. Je pense que ça te cantonne un peu au drive-in. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle The Elvis Dead et qui a recréé Evil Dead 2, mais avec Elvis à la place de H. J'ai envie de dire chef-d'œuvre. Tiens. Jamais vu, mais j'ai envie de C'est dire assez chef-d'œuvre. marrant puisque Bruce Campbell, des années plus tard, incarnera Elvis dans Boba Hotep. Un excellent Elvis et sans doute l'un des meilleurs Elvis de cinéma. Ouais. Voilà, même si j'aime beaucoup. Ah oui, et d'ailleurs, un des plus émouvants. Ouais, exactement, un des plus émouvants. Et j'ai senti un peu de la performance de Campbell dans le Elvis de Baz Luhrmann. Pas visuel forcément, mais enfin voilà, c'est plus un ressenti que je serais bien incapable de démontrer. Mais je me demande si le Boba Hotep a pas été une petite influence, ou en tout cas a pas fait partie des devoirs de Austin Butler. Oh, c'est pas trop dur de faire Elvis. Hein. Voilà, Voilà, un petit peu comme ça. On comprend pas tout ce la que tu preuve, dis. c'est pas si simple. Le jeu vidéo Doom a été directement inspiré d'Evil Dead 2. C'est en regardant le film que le créateur de Doom a eu l'idée de faire un jeu démon contre flingue. Ouais, ça pour moi c'est un peu de la grande légende, parce que t'as pas besoin de regarder Evil Dead 2 pour avoir l'idée de faire un jeu démon contre flingue. Enfin, ça me paraît un peu. Il y a un côté, tu commences le jeu avec un fusil exactement le même que H et tu te bats contre des démons. Oui. Bon, c'est un peu du storytelling, je pense, mais ok, je veux bien. Qui suis-je pour remettre en cause Pourquoi le mec qui a créé Doom il va raconter ça, c'est ça. Le journaliste Il connard. aurait pu dire j'ai eu l'idée moi-même, mais non, il dit j'ai regardé Non, Evil mais Dead. Et pour ça moi, va. c'est du storytelling. Et moi, genre, le journaliste connard qui va dire au mec qui a créé Doom, non, c'est faux ce que tu dis. Bah non, c'est sans doute vrai, évidemment. Kanda, Estrata, Amantos, Irgretz, Gat, Nosferatus, Kanda, Amantos, Kanda. Le film commence avec une narration qui nous raconte l'histoire du livre des morts, le tout en stop motion. Le premier truc qui m'a sauté un peu aux yeux, c'est la maquette du pont au début. Ça, par contre, il n'y a pas dans le premier des maquettes. J'ai vachement bien aimé justement l'utilisation des maquettes dans ce film. Il y a une recherche au niveau. Mais de toute façon, les 10 premières minutes d'Evil Dead 2 font partie des meilleures minutes de toute la saga. C'est après que moi j'ai un petit peu davantage de critique, mais en tout cas moins de passion que pour le 1. Mais les 10 premières minutes, je dis les 10 premières minutes, c'est pas précis, mais surtout quand tu connais Evil Dead 1, les 10 premières minutes d'Evil Dead 2 sont déjà visuellement passionnantes et folles, mais c'est également une vraie remise en question de ce que tu pensais savoir, de ce que tu pensais aller percevoir en entrant dans la salle. Enfin, voilà, non, c'est vraiment... c'est peut-être ce qu'a fait de mieux Sam Raimi, ouais, je pense. Toi, par exemple,
la question du début, c'était c'est quoi Evil Dead pour toi? Et en fait, si tu veux, moi j'ai découvert les films assez tard, à un moment où j'avais déjà maté beaucoup de films d'horreur. Horreur en tout genre, hein, j'inclus les slashers à la Scream et tout. Et en fait, toute la saga Evil Dead, et particulièrement la saga Evil Dead 2, le film Evil Dead 2, ça a été un moment où je me suis dit, ok, je suis challengé en tant que cinéphile. C'est un moment où j'avais déjà eu vraiment peur de bien des manières et où je commençais à me dire que je pouvais anticiper un jumpscare, ou j'aurais plus besoin de relever les pieds sous la couette. Et Evil Dead, et particulièrement Evil Dead 2, et particulièrement la séquence d'intro d'Evil Dead 2 m'a complètement chamboulé dans mes convictions. Et je pense que c'était les premiers films à me faire ça. C'est assez fou de résumer un film entier en aussi peu de... Normalement, les 5 personnages du premier devaient être là, en fait, mais ils ont décidé de les couper parce que ça ajoutait un peu trop de... En gros, le film devenait plus long, quoi. Si t'ajoutais 3 personnages en plus. Puis c'est pas le même budget. Et voilà. puis, les mêmes acteurs devaient revenir. Ça aurait été assez drôle d'ailleurs d'avoir les mêmes acteurs comme ça. Mais il résume pas le premier film. Il commence une nouvelle histoire, quoi. Mais c'est un mini. Ça justifie sa présence dans la maison. On a le droit déjà à exactement la même chose avec la cassette. Enfin, c'est pas une cassette, la bobine qui. Le magnéto. Voilà, le magnéto. Sauf que là, on a le droit à un flashback. Oui. Tu vois, on a le droit de voir l'archéologue en train de chercher, des trucs comme ça. Oui. Et c'est assez marrant de se dire, donc là, on n'est plus dans le même film. Dès le début, tu vois que t'es plus dans le même film, en fait, quoi. Et pourtant, t'es quand même un peu dans le même. Ouais. Enfin, c'est étrange. T'es sur une jambe, quoi. Voilà. Et il y a des plans... on en parlait dans le premier, le plan avec la fenêtre qui se brise. Pareil pour le plan dans la voiture, ou la fenêtre à l'arrière de la voiture et tout. Enfin, il y a des plans très très bien recherchés. La caméra qui te suit, mais on voit jamais qui est en train de suivre à chaque H. On en parlait dans le premier épisode. Mais en fait, voilà, Sam Raimi pour moi, c'est toujours ce qui résume sa carrière, c'est la perversion. C'est toujours la perversion des codes, c'est-à-dire que même quand il fait un film pour Disney, c'est pas vraiment un film pour Disney. C'est la perversion évidemment des corps, puisque la saga Evil Dead en est la preuve ultime. Et c'est la perversion du regard, c'est-à-dire que dans tous ces films, il y a toujours un regard qui se modifie, un regard qui tremble, qui devient flou, ou tout simplement un moment où la caméra est un œil qui te suit, mais où tu ne sais pas à qui appartient cet œil. Et il y a ça particulièrement dans Evil Dead, dans la saga Evil Dead et dans Evil Dead 2. Ouais. T'es habitué effectivement aux précédents films, aux films d'horreur, tu sais, genre La Maison du Diable, etc., ou même les Carpenters, qui ont un rythme très posé et tout. Et je me souviens que sur Evil Dead 2, vu que c'était mon premier contact avec la saga, il y avait en fait, moi ce qui m'avait marqué, c'était le rythme des plans, l'hystérie, tu veux dire, un peu. C'est ça. Ouais. C'est ça, l'hystérie. Et moi, j'avais jamais été habitué à ce rythme-là, en fait. La frénésie, plutôt. Je préfère le terme frénétique. Et je me souviens que ça a été c'est le truc qui m'a marqué d'entrée. Et en plus, l'idée qu'en fait, l'enchaînement narratif, donc justement le mini-remake du 1, allait hyper vite, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon jeune âge, j'avais jamais eu l'impression de voir des enjeux posés aussi rapidement. C'est-à-dire le fait que il doit y avoir quoi, en 20 plans, quoi, il te fait tout un remake du 1, quoi. Ouais. Et c'est quand même un sacré exploit. Et en plus, avec des plans à chaque fois qui étaient extrêmement marquants. Je me souviens de la contre-plongée, notamment lorsqu'il enterre Linda avec la croix et tout, en débulé. Je me rappelle que même quand il coupait la tête, ce qui m'avait marqué, c'était le design de la tête, qui d'ailleurs a une importance dans la suite, parce que on voit que c'est une tête entre guillemets, de poupée. Mais en même temps, j'avais pas le réflexe de me dire c'est mal fait. J'étais totalement dedans, en fait. Et je me souviens que le plan, moi, qui m'avait fait que j'étais devenu entre guillemets fou devant le film, c'était lorsqu'il y a le fameux plan signature de la caméra qui rentre dans la maison, mais surtout que la caméra suit justement le personnage à travers les arbres. Et en fait, tu as après la caméra qui heurte, H qui heurte un arbre. Et en fait, la caméra fait une espèce de vue subjective de chute dans l'eau. Et en fait, tu le vois redevenir un zombie. Et je me souviens que cet enchaînement de plans m'avait énormément marqué. Parce qu'il y avait effectivement toute une hystérie, une frénésie plutôt. Et en même temps, il y avait des idées que j'avais jamais vues ailleurs. C'est-à-dire que les transparences étaient visibles, mais en même temps, j'étais totalement emporté par dedans. Je me demandais même comment il avait fait. Qu'est-ce que c'est que ces plans, en fait? Et qu'est-ce que c'est que ce personnage, en fait? Et je me souviens qu'en plus, il y avait déjà un effet extrêmement, moi, qui m'avait marqué.
C'était en fait lorsque il se réveille, il devient mort-vivant, mais en fait il redevient dans cette espèce d'onirisme. Parce que je trouve que là, dans certains aspects, il y a un côté très surréaliste, un peu à la Louis Buñuel. D'ailleurs, effectivement, il y a un côté un peu onirisme qu'on avait chez Buñuel, ou même dans les films muets. C'est-à-dire cette espèce avec notamment tout le travail sur les éléments naturels. Le brouillard justement qui rentre dans les arbres, qui est pourtant rien de plus qu'un effet de caméra inversée en fait. C'est-à-dire la pellicule est défilée à l'envers, mais en même temps ça fonctionne super bien en fait. Pareil, le gros plan sur les yeux, l'idée géniale d'avoir intégré une espèce de truc de lait pour faire figurer que ça devienne comme une fumée qui disparaît des yeux. Je trouvais que c'était une super idée en fait quand Ash n'est plus possédé n'est plus le Evil Ash. Ça, c'est que des idées comme ça, mais que je trouvais qui m'avaient énormément marqué. Et en fait, pour moi, c'était comme un baptême de feu par rapport à toute la vision que j'avais des films d'horreur et plus généralement du cinéma même. C'est un tour de force, le début, en fait. Moi, je suis arrivé en me disant je vais me taper un remake du premier, et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une suite, etc. Et en fait, le film commence tout de suite en te disant on va faire parce que sa copine se transforme et il la décapite, mais tout de suite, il prend même pas le temps de réfléchir à ce qui se passe ou quoi que ce soit. Sa première réaction, c'est de la décapiter et hop, on passe à autre chose, tu vois. Il y a pas de moment où il se dit... Sam Raimi n'est pas un sentimental. Voilà, on n'est pas là pour ça. Ça m'a fait marrer, en fait. Mais quoi. c'est Juste drôle. le côté, il la décapite direct. Il cherche même pas à comprendre ce qu'elle est ou quoi que ce soit. Il la décapite. La légende voulait que Bruce Campbell s'est pété la mâchoire parce que le vélo utilisé pour filmer ces scènes-là, apparemment, il se serait pété la mâchoire. En fait, c'est une rumeur que c'est Raimi et Bruce Campbell eux-mêmes qui ont balancé cette rumeur. Non, Bruce Campbell ne s'est pas caché la mâchoire. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que en fait, sur le tournage, Sam Raimi devait le suivre sur un vélo avec une caméra et qu'il a fait croire, et qu'en fait, ils ont fait croire aux équipes présentes. Que en fait il lui avait éclaté la mâchoire. Pour moi, c'était pas forcément un truc promo, enfin, mais peut-être les deux, peut-être. Il y a un bon article. Si un jour il y a un film qui vous intéresse, tapez le nom du film. Si vous parlez anglais aussi, tapez le nom du film et ajoutez Oral History derrière, et vous trouverez souvent sur des très très bons articles avec les gens du crew qui racontent ça. Et Evil Dead 2 a un très très bon Oral History et que le premier n'avait pas d'ailleurs. Et ça manque un peu en France de faire des articles comme ça. Si je peux me permettre, je sais pourquoi, c'est que c'est une putain de tannée. Ça doit être galère. C'est une galère. J'ai essayé d'en faire quelques-uns sur des albums ou des films et tout. C'est un travail sur plusieurs mois. Et il faut jongler c'est dur, une dizaine de personnes. C'est dur. Mais allez le dire en tout cas. Ou alors écoutez-moi, parce que je vais juste répéter tout ce qui est dedans. Écoutez la saga, quoi. Écoutez la saga, quoi. Dit-il aux gens qui écoutent de toute façon déjà la saga. Exactement. Et il y a des plans, je vais parler beaucoup de plans, je suis désolé, mais... on s'était fait réflexion sur Evil Dead 1, c'est pas un film d'histoire, c'est un film de plans. Voilà. Narration visuelle pour être plus précis. Le plan qui défonce, exactement. Celui qui défonce les portes et qui embarque Ash dans les arbres, je l'ai trouvé énorme, ce plan. En fait, il était attaché à une espèce de toupie fait de briques et de broc, et en fait, tu avais les techniciens, donc il était accroché là apparemment toute une journée. Donc ça tournait voilà. Et en gros, en fait, c'était les techniciens qui jetaient avec des branches d'arbres, de sapins et tout, qui martyrisaient avec. Pour simuler le fait qu'il traverse les arbres et tout. Encore une fois, je dis encore une fois par rapport au premier épisode, c'est ça qui est dingue, c'est que il faut un talent assez dingue et super précoce en plus, et pour en fait tourner ça, c'est-à-dire en sachant comment c'est fait et tout ce qu'il y a autour, et se dire que ça va faire flipper les gens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut quand même faut savoir se projeter, enfin, faut pouvoir imaginer la chose, imaginer à un point assez inimaginable le film que ça va devenir, alors que autour de toi, tu as des techniciens qui secouent des branches, quoi. Je sais pas si tout est chorégraphié ou tout est foutraque. Oui. On sait jamais vraiment en fait. Rien n'est improvisé. Rien n'est improvisé parce qu'il y a un côté, on dirait que c'est improvisé en fait dans la manière où c'est fait. Non, apparemment en fait, d'après ce que tous les making-of disent, Sam Raimi il savait exactement ce qu'il voulait en termes de plan. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que ils avaient un planning apparemment extrêmement serré, des journées de 15 heures, etc. pour pouvoir faire tous leurs plans. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, malgré la dureté du tournage, parce qu'on a oublié de préciser, ça a été tourné en plein été, sous une chaleur torride,
malgré tout, il y avait une ambiance très décontractée et chaleureuse, donc ce qui fait qu'ils ont rajouté des idées au fur et à mesure. Parce qu'ils s'éclataient tous aussi bien devant que derrière la caméra, notamment tous les techniciens des effets spéciaux, donc que ce soit Mark Shostrom et puis les trois du trio KNB, c'est-à-dire Grégory Nicotero, Robert Kurtzman et Howard Berger, qui travailleront plus tard pour un nombre incalculable de grands réalisateurs. Ça va de Carpenter à Spielberg, en passant par Scorsese ou plein d'autres, et qui en même temps maintenant font principalement du Walking Dead en fait, et qu'on va retrouver d'ailleurs qui vont suivre Sam Raimi et tout, mais ils racontent dans un making of qu'en fait ils s'éclataient vraiment à tourner le truc, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait Sam Raimi les sollicitait en plus pour des idées, etc. Je trouve que ça se voit. Je trouve qu'on ressent que Raimi a une passion, est passionné par ce qu'il fait. On sent que Bruce Campbell, il adhère à 200%. On sent que l'équipe derrière, au niveau des maquillages, au niveau du stop motion, on sent qu'ils sont tous à fond dans le projet. Et ça fait plaisir de ce genre de film, en fait, je trouve. C'est jouissif, quoi. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ash est lui aussi possédé, mais le soleil le rend normal. Ça, je savais pas que... Parce que pourquoi pas. Parce que c'est Ash. Oui, bien sûr. Linda est réanimée en stop motion et elle danse avec sa tête. Très belle scène, moi j'adore cette scène. Parce qu'en plus il y a un effet sur le corps, et sur la différence, t'as une tête de poupée avec un corps qui est assez dégueulasse, en fait, dégarni en putréfaction. En fait, la stop motion, ça donne un aspect un peu poétique à l'ensemble, en fait. En plus, il y a un jeu sur le corps qui ne tourne pas de la même manière que la tête. Et en fait, le fait en plus qu'elle disparaisse en faisant wouh comme ça, même si ça paraît, c'est un effet comique, bien évidemment, mais avec le charme de la stop motion, ça donne tout de suite un aspect qui est totalement différent, en fait, que ça aurait été fait, par exemple, avec un vrai maquillage ou un vrai animatronique. Et c'est une scène très malaisante, hein. Ouais, c'est une scène c'est une scène très malaisante. Ouais. C'est une scène où tout est censé être moche, tu vois, un petit peu. Ouais, et c'est Mais c'est drôle aussi. Oui, et c'est drôle aussi, mais ça repose. C'est un peu un cliché, et on le voit dans Evil Dead et on le voit dans d'autres films d'horreur, du monstre, c'est-à-dire la créature possédée qui commence à chanter une comptine d'enfant. Vous voyez, c'est ce moment où d'un seul coup le décalage crée profondément le malaise et la terreur. Et là, il y a de ça. Elle danse comme dans un ballet, mais bon, elle a sa tête sous le bras, quoi. Donc, c'est une scène assez marquante. Ouais. Il y a un effet que j'aime bien avec la tête, c'est quand elle est entre les jambes de Ash et que là, c'est son vrai visage. Oui. Et je me demande alors, ils ont dû créer des fausses jambes, etc., pour la mettre à l'intérieur. Johan, tu sauras peut-être. Ils ont dû faire un système, à mon avis. Non. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, d'après mes souvenirs, en fait, ils ont créé une ouverture pour qu'elle puisse glisser le corps. En fait, c'est avec le maquillage qu'ils ont vraiment perfectionné, parce que justement, ce qui est encore bien fait aujourd'hui, c'est que on n'a pas l'impression justement que la tête, la tête est collée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a eu tout un travail au niveau de la lumière, notamment avec le chef opérateur Peter Deming. Pour info, c'était sa première collaboration, et il va suivre Sam Raimi au cours de sa carrière, puisqu'on va le retrouver sur Jusqu'en Enfer et Le Monde Fantastique d'Oz. Il devait même faire la photo de Spider-Man 4 à l'époque, avant que le projet soit annulé, et ça va être aussi le collaborateur de David Lynch, notamment à partir de Lost Highway. Et il va faire la photo de Lost Highway, Mulholland Drive, Twin Peaks Returns, etc. Donc en fait, c'est le chef-op conjoint de Raimi et justement de David Lynch. C'est marrant parce que en voyant les deux premiers films, et j'en ai parlé dans le premier épisode, j'ai eu un côté Twin Peaks The Return en regardant Evil Dead, les deux. Hein. Ouais. La fumée dans les arbres. Tu sais d'où ça vient. Tu vois tous ces petits trucs. Mais je me dis, Lynch, il a pas vu Evil Dead, c'est pas son genre de film, je le connais, Lynch. Non. Détrompe-toi, je pense. Non. Ils ont bossé ensemble. Je sais qu'ils ont bossé ensemble. J'ai fait une recherche et j'ai vu qu'ils avaient produit un documentaire ou un truc comme ça ensemble, ou un court-métrage. Ils se connaissent, je pense qu'ils doivent être proches, mais je sais pas si Lynch se vante régulièrement de ne pas voir... Remat et Razorhead, et il y a du Lynch chez Raimi et inversement. Ouais, voilà. Non, mais tout à fait. Elle, donc, pour reprendre la scène, elle a été, donc c'est le chef-op qui a calé la lumière de manière à ce qu'on ne voit pas les coutures, et c'est le maquilleur qui s'est arrangé au niveau du bas du cou pour donner l'impression justement que en fait, c'est juste ça, mais sinon, c'est bien elle qui est glissée sous un espace spécial et tout. Et ça a été très dur à faire, apparemment. Ça va bien. J'en suis pas sûr. Tu viens de découper en morceaux ton ami avec une tronçonneuse.
Qu'est-ce que t'en dis, grand frère? Il y a de très bonnes scènes où c'est juste Ash qui semble perdre la tête, en fait. On ne sait pas si c'est lui qui devient fou ou si c'est à cause des démons et des trucs comme ça. Il y a la scène du miroir qui est excellente, par exemple. Je la trouve elle est vraiment très très bien faite. Et la scène donc qu'on m'avait vendue, la scène de la main possédée. Oui. Ça y est, on y est enfin. Juste pour revenir sur quand tu dis Ash semble posséder tout seul, il y a du Jim Carrey là-dedans. Tu vois, sûr, enfin pour citer une référence récente, c'est-à-dire qu'il fait des vrais avec son visage, il arrive à contorsionner, à ouvrir sa mâchoire en grand. Enfin voilà, il y a un vrai. Un visage très expressif. Je cite Jim Carrey, voilà, c'est parce que c'est un nom qui parle, mais c'est une vraie performance d'acteur. Ce serait assez facile de considérer que ces films sont avant tout et on n'est évidemment pas là pour ça, et les auditeurs et auditrices de la saga le savent déjà, mais de considérer qu'il n'y a pas d'acting et qu'il n'y a pas de performance de jeu dans la saga Evil Dead, alors qu'au contraire il y en a énormément. Attends, tout ce qui est avec sa main là où il se bat contre sa main avant qu'elle soit coupée, je veux dire. Tout ça c'est improvisé par Bruce Campbell en fait. C'est vraiment. Je savais pas et il a gardé la première prise. Rémi. Oui, la prise où il fait la cascade en plus, voilà, il se retourne. Il fait des saltos, quoi. Il se prend tout ce qui traîne dans la gueule. Il se prend vraiment tout. Il souffre pour son art, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce genre de mec. Et lui, en l'occurrence, il pourrait être acteur de cinéma muet, mais sans problème, quoi. Tu vois, il pourrait. Ou acteur de théâtre. Ouais, ou en fait, Buster Keatonien, quoi, sur les bords, en fait. En fait, si tu regardes bien, si tu enlèves le film en soi, Evil Dead 2, dans sa intégralité, ça pourrait être la version horreur de la maison démontable de Buster Keaton. Je pense que ceux qui connaissent Buster Keaton, c'est de quoi je parle, c'était un de ses courts-métrages fondateurs, un de ses courts-métrages les plus majeurs, où en fait, justement, c'est littéralement, parce qu'en fait, c'est juste un homme contre une maison. C'est littéralement la même idée, mais où en fait, il va exploiter tout les aspects du cadre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le cadre peut servir à l'action en fait, va servir à une action comique. Ça c'est une typique du slapstick, mais c'est aussi quelque chose qu'il y avait énormément justement chez Buster Keaton dans la maison démontable en fait. Et d'ailleurs que tu vas retrouver à la même époque dans le cinéma de Hong Kong, notamment avec les My Lucky Stars, c'est-à-dire les Jackie Chan, Sammo Hung, etc. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que l'humour du film Evil Dead 2, en fait, il est en plein dans ce qu'on appelle la comédie horrifique. C'était le genre fétiche des années 80. Et notamment, si tu regardes bien, il y a un film dans certains de ses effets slapstick avec justement cette idée d'interaction, on va dire, entre on va dire les esprits deviennent comment on pourrait dire, les esprits deviennent ce qu'il y a dans le cadre, c'est-à-dire les éléments de la maison et sont interagis et avec lequel le personnage va interagir. Tu prends L'exorciste chinois de Sammo Hung, qui était sorti au début des années 80. Tu as des mécaniques de gag que tu vas retrouver justement dans Evil Dead 2. Ça ne veut pas dire que les films se copient, ça veut simplement dire que il y avait une connexion entre Raimi et le cinéma de Hong Kong qu'on va retrouver de manière beaucoup plus concrète dans Darkman, puisque Darkman est très influencé par le cinéma de Hong Kong, notamment le cinéma de John Woo, et en particulier la scène d'intro de Darkman, qui cite le carnage final du Syndicat du Crime 2, en fait. Donc, en fait, il y avait des espèces de connexions. En fait, c'est pour ça qu'Evil Dead 2 ressort, parce que c'est un monument de comédie horrifique. Il faut rappeler aussi qu'à la même année que Evil Dead 2 va sortir un autre film, entre guillemets, beaucoup plus ouvertement romantique et mélodramatique, qui est Histoire de fantôme chinois, produit par Choya, qui reprend justement des éléments du premier Evil Dead, notamment la caméra subjective. Après, et c'est là je voudrais terminer, il y a aussi beaucoup de passerelles qui peuvent être faites avec le fameux film japonais House de Nobuhiko Bayashi, oui, c'est vrai. Qui était sorti en 1977, donc qui était en fait la réponse de la Toho aux Dents de la Mer, et qui est en fait un film qui a énormément de similitudes thématiques et stylistiques avec Evil Dead 2. Alors après, notamment dans l'idée en fait d'associer un langage, de retranscrire un langage de la comédie burlesque et du cinéma muet dans le cadre d'un film entre guillemets de maison hantée en campagne. Et il y a des scènes qui se répondent, notamment la scène du piano qu'on va retrouver dans Evil Dead,
Il y a aussi dans Evil Dead 2, il y a aussi le climax un peu psychédélique qu'on va retrouver, etc., etc. Les arbres qui s'animent et qui en fait attaquent la maison, la grosse tête géante qui apparaît à la fin, enfin, etc. Alors, est-ce que Sam Raimi l'a vu? Je ne sais pas, puisque officiellement le film est sorti aux États-Unis qu'au début des années, fin des années 2000, début 2010 via Criterion. Mais apparemment, il y avait des rumeurs qui prétendent que le film avait été distribué un peu clandestinement dans certains campus américains au début des années 80. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est des connexions? Enfin, moi je pense que c'est peut-être des connexions, enfin on ne sait pas. Mais je tenais vraiment à placer ce dernier film parce qu'il y a effectivement énormément de passerelles qui sont entre les deux. Tu as énormément de similitudes stylistiques, c'est-à-dire des influences communes, comme je disais, le film muet, l'animation, etc., qui se retrouvent dans ces deux films et chez ces deux cinéastes. Je vais prendre ton âme. Donc il se tronçonne la main en hurlant « Who's laughing now ?» Et je pense que c'est là le moment où j'ai vraiment adhéré au film. Ah oui. Je crois que c'est le moment où je me suis dit « Ok, celui-là, je vais vraiment bien l'aimer. » Et oui, spoiler alert, j'ai vraiment bien aimé Evil Dead 2. Et c'est ce genre de petites scènes. Par exemple, il pose des livres là où il a caché la main, là, il empêche la main avec un seau. Il pose des livres et un des livres, c'est A Farewell to Arms. J'avais jamais fait gaffe. Ouais, A Farewell to Arms, qui est un livre assez connu, mais en fait, si tu le prends littéralement, ça peut dire au revoir. L'adieu au bras. Adieu au bras, quoi. Bien. Et c'était super bien trouvé. Et toutes les interactions entre Ash et sa main qui se cachent dans les murs et tout, c'est Tom et Jerry, quoi. Enfin, j'avais l'impression de regarder Tom et Jerry. Oui, bien vu aussi. Ouais. C'est cartoon, c'est totalement cartoon, en fait. C'est Rémi. Le torrent de sang dans la tronche, là, il y va à fond. Hein. Il met des litres et des litres de sang dans ce film. J'aime aussi beaucoup la scène avec les objets qui se marrent, qui est bien flippante. C'est la scène la plus emblématique du film. C'est-à-dire que limite, tu tapes Evil Dead 2 dans Google, la première image que tu vois, c'est celle de Bruce Campbell dans cette scène-là en gros plan. Mais il y a des trips, des fois t'entends un bruit de cheval et des trucs comme ça. Enfin, tu sais. Pour la petite anecdote, Evil Dead 2 est le dernier film d'Orson Welles, puisque à un moment... C'est pas Transformers ? Orson Welles dans Transformers. Il a fait la voix dans un cartoon Transformers, le film. Ouais, mais c'est sa dernière... Je crois que c'est avant, okay. Pour le coup. Et en fait, Evil Dead 2, à un moment, ils utilisent, je ne saurais pas vous dire à quel moment, mais dans un bruitage, ils mélangent des sons, parmi lesquels la voix d'Orson Welles. Et donc, moi, de ce que j'ai lu, il faudra vérifier les dates parce que tu me mets le doute, Evil Dead 2 est le dernier film, je mets des gros guillemets, le dernier film d'Orson Welles. Donc il y a Orson Welles, c'est la boîte. Il aura définitivement eu la carrière la plus folle possible entre Citizen Kane, ses pubs improbables, La Guerre des Mondes, j'en passe, et Evil Dead 2, voilà. Et Transformers. Et oui, bien évidemment Transformers. Vous irez voir les gens, il a fait une voix dans le film Transformers. Je crois que c'est juste à la fin un personnage qui apparaît comme ça 2 secondes. Je sais pas quel cerveau ça fait le plus fondre, les fans d'Orson Welles ou les fans de Transformers. La main. Apparemment, en fait, après ce que j'avais lu, c'est aussi une manière pour Rémi de payer son tribut à L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel, dans lequel justement il y avait une main qui apparaissait à un moment dans le cadre et dans une scène de cauchemar en fait, et qui se déplaçait tout seul et que l'un des protagonistes essayait d'arrêter. Et en fait, lui, il en a fait la version cartoon en fait. Et la famille Adams quand même. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à la famille Adams quand même, la main qui se promène. Oui, parce que c'est un cartoon à la base, la famille Adams, disons-le. Enfin, il y a une série télé. Comic strip. C'est un comic strip qui a été adapté en série télé. Et donc voilà. Un truc que j'aime bien avec Ash, c'est qu'il a aucune backstory. C'est pas un personnage où on sait vraiment. On connaît sa copine la plupart du temps, et sa sœur. Enfin, mais il a pas vraiment d'histoire avant. On sait pas ce qu'il fait dans la vie. Il en a pas vraiment avant la série Ash versus Evil Dead en fait. Même dans le 3, il y a pas grand chose. Ouais, il y a rien en fait. Dans la série, ils vont te raconter un petit peu plus sa vie personnelle, des trucs dans le genre. Ouais, c'est bref. Hein. Ouais, parce que de ce que j'ai vu, c'est bref. Et ça, c'est un truc que j'aime bien avec Ash, c'est que voilà, on a ce qu'on nous montre, tu vois. Il n'y a pas, de complexité derrière le personnage. Il lui est pas arrivé un truc dans sa jeunesse. Tu vois, ils vont pas essayer de t'expliquer qu'il est lié aux Deadites depuis toujours.
Bon, ils vont t'expliquer. Ça, c'est le mal des sagas modernes, ça. Voilà, là c'est juste un gars qui se retrouve dans une cabane et voilà. Et ça va encore une fois de pair avec l'origine du slapstick, puisque tu prenais tous les personnages, les Charlie Chaplin, les Keaton, les Lloyd, etc. Et plus souvent, ils étaient caractérisés juste dès l'intro du film. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient caractérisés que par l'image, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément de background, de backstory, etc. Ils s'incarnaient, ils étaient développés que dans l'action par rapport à l'environnement en qualité. Donc ça aussi, quelque part, c'est aussi un héritage du burlesque, en fait, je pense. Et du cartoon, encore une fois. C'était quoi ces bruits? Peut-être un démon qui veut forcer l'entrée dans notre monde. Pendant ce temps, il y a une sorte d'histoire parallèle à tout ce qui se passe, qui suit Annie, la fille de l'archéologue, et son partenaire Ed, qui font équipe avec un mécanicien et sa copine pour aller dans la cabane. Ça aussi, je me disais, en fait, en regardant le film, je me suis dit, ils vont vraiment faire tout le film où c'est juste Ash contre des Deadites? Et quand j'ai vu qu'ils rajoutaient des personnages, j'ai fait ah ok, ça a du sens, il faut de la chair à canon, tu vois, faut qu'il y en ait qui se transforment en Deadites. Déjà, il faut de la chair à canon et puis il faut qu'il y ait des dialogues, faut qu'il y ait des échanges, faut qu'il y ait des enjeux. Mais sinon, pendant un moment, j'ai vraiment cru que tout le film, ça allait être Ash contre des Deadites. Ça aurait été épuisant, en vrai. Enfin, ça aurait été une démonstration de technique finalement. Voilà, non. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Nico, il y a aussi pour éviter justement cet aspect démonstration technique, si tu regardes bien, le fameux plan signature d'Evil Dead, donc le fameux travelling subjectif, tu l'as 3 fois au début et après tu ne l'as plus jusqu'à la fin. Et effectivement, c'est une. Ils s'en débarrassent, tu veux dire, d'une certaine façon? C'est ça, c'est ce que j'étais en train de c'est ce que je me disais, parce que je me rappelle, j'avais montré le film à une amie et elle m'a dit, au bout du 3e, est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Parce que elle m'a dit, sinon ça va me saouler. Parce qu'effectivement, l'effet peut paraître répétitif. Et en fait, au moment où il devient, entre guillemets, répétitif, où tu te dis ça va être gonflant et tout, il le cut, tu ne vas plus jamais le retrouver jusqu'à la fin, en fait. Et là, ça refonctionne bien, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas aussi par rapport à ce que tu disais sur l'idée d'improvisation et tout, il y a au contraire un vrai dosage des effets, en fait, pour créer une rythmique, etc., dans l'image, pour jamais, justement, au niveau des enjeux visuels et narratifs, que ce soit répétitif, justement. Et ça rejoint ce que tu dis, Nico, et à mon avis, c'est exactement pour ça que les personnages ont été introduits et tout, pour justement donner des vrais enjeux, et non pas que ce soit, comme tu l'as très bien dit, justement, juste une démonstration technique qui aurait fini par tourner à vide à force. Voilà. Ouais. Ash se fait taper par presque tout le monde. J'aurais dû faire une liste de tous les trucs que Ash en demande peut-être. Que Ash s'en prend dans la tronche, parce que c'est fou, quoi. C'est peut-être un des personnages qui doit s'en prendre de tous les films de la saga que j'ai fait, avec Rocky Balboa. C'est le personnage qui s'en prend le plus. Mais c'est ça, c'est un des trucs qu'on a beaucoup parlé avant la sortie et au moment de la sortie de Doctor Strange 2. On s'est beaucoup posé la question de savoir si ça allait être un film Marvel ou un film de Sam Raimi. En l'occurrence, c'est les deux, je trouve. Enfin, moi, je vois qu'il y a du Sam Raimi, en tout cas, dans Doctor Strange. Et particulièrement dans le personnage de Bruce Campbell, qui en fait, c'est pas un spoiler, qui subit un sort de Doctor Strange, et le sort, c'est quoi? Il s'auto-baffe. Il se met des baffes. Pendant des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Et ça fait aussi écho à la main qui ouais, mais c'est une référence évidente à la saga Evil Dead. Mais c'est marrant parce que quand ils ont annoncé que ça allait être Sam Raimi pour Doctor Strange 2, les gens, ils étaient partis dans un délire que Bruce Campbell allait jouer une version différente de Doctor Strange, qu'il allait jouer un personnage Mephisto, qu'il allait jouer tel personnage important, machin. Et après, ils ont vu le film et ils ont fait ah ok, non, c'était juste un caméo comme d'habitude. Ouais, en fait, ça dépend comment tu vois les choses. Tu peux te dire c'est pas du Sam Raimi, Bruce Campbell, il fait juste un caméo, et tu peux te dire c'est du Sam Raimi parce qu'il cite Evil Dead. Ce serait étrange. J'ai choisi la deuxième option. Ouais. Jack, tu me serres la main trop fort. Mais je ne te serre pas la main. Ash se fait enfermer dans la cave où il se retrouve nez à nez avec Ted Raimi, qui est dans un énorme costume en latex. Il a sué des litres d'eau, apparemment. Dans une des scènes, on peut même voir ses oreilles suer. C'est assez drôle. Ce personnage, donc c'est un peu le boss final, ce personnage. Ah non, il y a encore un boss final. C'est le sous-boss, on va dire. C'est le sous-boss. Voilà.
qui est donc cette dame qui a l'air tout à fait gentille quand on la voit en mode normal, et quand elle se transforme, elle est énorme, elle a un ventre, c'est dégueulasse quoi, tout est dégueulasse dans ces scènes. Il y a un côté Monty Python. Ça rejoint encore. Tu veux dire la scène dans les Monty Python où ils nourrissent le. Absolument, Mr. Creosote. Le mec super obèse qui est nourri comme ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Il y a un côté Monty Python dans le visuel, dans le ton. Voilà, on parlait de. Et il y a un personnage dans Buffy qui est exactement pareil, et ça m'étonne pas que ce soit le même gars. Et bah voilà. Parce que L'œil dans la bouche, c'est un de mes pires cauchemars. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, tiens, j'avais jamais réfléchi à un truc que j'aimerais pas comme ça. Enfin, j'y ai jamais pensé. Un œil dans la bouche, c'est vraiment un truc que je veux pas faire. Qui est une relecture d'un gag des Three Stooges. Il le disait dans le making-of qui est disponible sur DVD dessus au canal. Tu vois les archives. Et en fait, il a voulu reproduire un gag des Stooges où en fait, c'est un gars qui s'étrangle avec une cacahuète, et en fait il a remplacé la cacahuète par l'idée de la cacahuète par l'œil, et c'est justement un hommage aussi, il le dit, aux spectateurs du festival du Grand Rex, c'est-à-dire qu'en fait c'est une scène, parce que faut rappeler que lorsque Evil Dead avait été sorti dans les salles, notamment au festival, en fait lorsqu'il a été projeté au festival du Grand Rex, il avait été très marqué par la chaleur du public, et il s'est dit que ça c'est un truc dont il se souviendrait toute sa vie. En gros, il a voulu faire une scène qui fasse tressailler en pensant au spectateur du Grand Rex, et c'est celle-là en fait. Ah, c'est génial, c'est cool. Spécialement dédié à eux. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu un film, donc a priori un film d'horreur, que vous regardez et vous découvrez que le réalisateur ou la réalisatrice a mis en scène littéralement votre pire cauchemar? Vous avez ça ou pas, votre pire cauchemar couché sur pellicule? Moi, je dois dire un truc. J'ai très rarement peur au cinéma. D'accord. Mais je vois jamais. Mais tu fais des cauchemars. Mais oui, ça, pas de problème. Mais au cinéma... Pas de problème, genre le mec dort très mal. Je dors vraiment très mal. Pas de problème, je fais des cauchemars. Mais c'est vrai. Et c'est un truc, ça m'emmerde en fait. Parce que je vois les gens quelquefois qui sont là, genre, c'est trop bien ce film et tout. Et moi, je suis là, je fais, bah non, le jumpscare, je le vois venir. Et quand il arrive, je le vois, il me fait rien. Le bon jumpscare, c'est celui que tu vois pas venir. Voilà. Et encore, tu vois, quelquefois, c'est un jumpscare et tu sursautes, mais ça veut pas dire que t'as peur, c'est plus que t'es pris par surprise par le truc, quoi, tu vois. Et donc, j'ai ce problème que les films d'horreur ne m'attirent moins parce que j'ai quasiment jamais peur au cinéma et ça me fait chier, quoi. Ouais. J'aimerais avoir... c'est dommage. C'est le genre d'expérience cinématographique que je peux pas avoir, quoi. Je comprends. Et ça, c'est rare qu'il y ait un genre comme ça, comme des gens qui disent je peux pas supporter les comédies musicales parce que les gens qui chantent, ça m'énerve, quoi, tu vois, ou un truc dans le genre. Je comprends encore plus. Voilà. Toi, t'as ça, Johan? T'as un réalisateur ou une réalisatrice qui a couché sur pellicule ton pire cauchemar? Moi, ça doit être Lynch. Alors, c'est peut-être pas les pires cauchemars, mais c'est plus, tu vois, sur des thématiques. Tu vois, bon, on va remonter plus loin dans l'enfance, mais on va dire que mon premier choc par rapport au cinéma d'horreur, ça a été quand j'ai vu Trop jeune, L'Entre de la folie de Carpenter à 9 ans. C'est trop jeune. C'est bien trop jeune. Il manque 10 ans. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, là, vite fait. La scène dans Matrix où il met le truc dans le nombril. La scène dans Matrix où il met le truc dans le nombril. L'agent Smith. Et c'est un cauchemar que t'as déjà fait? Non, mais c'est un truc que je pense ça pourrait être le genre de cauchemar que je fais. D'accord, ok. Ouais. Et pour revenir donc sur... D'ailleurs, ça ressemble, hein, l'idée de pénétrer et tout, puis avec l'œil qui fonce dans le truc, il y a un côté un peu similaire, je trouve. Mais en fait, pour revenir donc, sur ce que tu disais sur Carpenter, en fait, c'est parce que déjà, l'ambiance du film était particulière, parce qu'il y avait déjà un côté un peu surréaliste qui tranchait, tu vois, avec ce que j'imaginais des films d'horreur, parce que pour moi, les films d'horreur, c'était Freddy, Jason ou des trucs avec des monstres. Tu as ça aussi dans la folie, mais c'est vu que ça fonctionnait beaucoup sur des éléments, on va dire, surréalistes, etc. Ça me mettait mal à l'esprit. Tu avais la scène des gosses défigurés qui disent justement à... Comment elle s'appelle celle qui accompagne Sam Neill, et ils disent d'un air naturel, alors qu'ils sont tous déformés, viens nous rejoindre, etc. Et en fait, à partir de là, c'était la succession d'horreurs qui m'avait fait terroriser. L'idée aussi de fin du monde, etc. Après, est-ce que c'était je pense que c'est un tout, en fait. Quand j'ai peur au cinéma, c'est plus un tout qu'une scène particulière ou un truc. C'est vraiment un tout, que ce soit narratif, thématique et bien sûr visuel, en fait.
Moi, c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime Lynch, parce que c'est un des seuls qui arrive de temps en temps à me mettre vraiment mal à l'aise au point d'avoir peur, tu vois. Ouais, ah bah oui. C'est un des rares où souvent, de temps en temps, tu vois, un Firewalk With Me ou un truc comme ça, tu vois, il y a des scènes où je vais être là, genre. Mulholland Drive, une de mes pires. Oui, la scène de La scène, on va arrêter d'en parler. Du diner. Bah, voilà, absolument, merci. Mais c'est vrai que C'est bon, je pense stop. qu'il y a que Lynch, parce que Lynch, il me prend toujours à revers. Je sais jamais vraiment ce qu'il va faire, en fait. C'est ça le truc. Bah moi, c'est ce génie. Moi, j'ai 2 immenses peurs. C'est la chute dans le vide. Mais j'ai pas. Enfin, il y a souvent ça dans les films, mais j'ai jamais eu vraiment la mise en scène qui allait avec. Oui, mais ça a pas fait peur la chute dans le vide. Mais non, c'est Hérédité de ce génie qui s'appelle Ari Aster, et c'est la gamine qui passe la tête par la fenêtre de la bagnole. Ah oui. Et le poteau. Oui. Et c'est vraiment voilà, c'est une de mes réelles peurs dans le monde réel qui a été filmée, voilà, et que j'ai donc en Blu-ray chez moi, que je revois pas souvent. Une scène qui m'a fait marrer. Enfin, marrer entre guillemets, c'est la scène où il y a des bruits et des sons qui viennent de partout, et ils se tournent tous plein de fois vers en haut, en bas, vers là où les sons viennent, tu vois. Et je me demande comment ils ont fait pour synchroniser les acteurs, tu vois, s'ils avaient une sorte d'objet, tu vois, en disant. C'est une chorégraphie. Hein. Ouais, mais c'est vraiment, c'est vraiment bien fait. Et là, la tension, tu vois, elle est à son comble à ce moment-là. Il y a pas de dialogue, il y a juste des gens qui regardent à droite, à gauche parce qu'ils ont peur. C'est vrai. Et ça dure. En plus, c'est une scène qui dure assez longtemps, et je trouve que ça fonctionne à merveille. C'est vrai. Bobby Joe, la copine du mécanicien, s'enfuit dans les bois et se fait attaquer par l'arbre mojo. Sérieux, Sofiane, t'as écrit ça? J'étais fatigué, excusez-moi. Cette fois, il n'y a pas de viol. Non, parce qu'en plus, c'est une scène apparemment que, d'après ce que j'avais compris, c'est Sam Raimi disait qu'il était allé trop long, même à l'époque, hein, c'est-à-dire fin 80, il disait, je crois apparemment que c'est une scène qu'il regrettait apparemment, la scène du viol. Mais bien, donc c'est pour ça qu'il a préféré en faire une version comique en fait, avec juste on voit l'arbre qui passe qui passe au travers des yeux, etc. Elle se fait juste emporter, etc. Je crois que ça avait été un regret, je crois. Même à l'époque. Evil Dead 1 qui avait été interdit dans plusieurs pays. À un moment, il y avait le cas Evil Dead 1 donc, qui avait été étudié de nouveau. Je me demande si c'était pas au Royaume-Uni, mais en gros, Sam Raimi avait été reçu par une commission, et la commission lui avait dit bon bah voilà, comment vous justifiez cette scène? Il avait tout simplement répondu, il avait dit c'est injustifiable. Voilà, il n'avait pas essayé de se cacher. Et c'est en effet une scène qu'il regrette aujourd'hui. Bah, comme tu disais, c'est une scène de petit con qui a 20 ans et qui ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Et des années plus tard, il regrette. Quoi. Non, mais après, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode. C'est que c'est un film quand même qui met en scène des forces absolument terribles, démoniaques et maléfiques. Or, l'une des pires choses que le diable puisse faire à une personne humaine, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là dans la forêt. C'est une violation du corps. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est logique dans le film. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas gratuit. Mais en effet, c'est un geste, mais c'est dispensable. Donc c'est un geste de petit con. Ça aurait pu fonctionner si, par exemple, dans le premier, il y a le personnage masculin, le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, qui retourne dans la forêt et qui revient avec plein de blessures, etc. Et on peut se dire que si ça se trouve, lui aussi s'est fait violer par la forêt, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Et ça, on le montre pas. Non. D'ailleurs, la forêt me fait penser à Blanche-Neige, moi, personnellement. Ah oui. Tu sais, la forêt qui fait peur quand elle est perdue dans les bois et qu'elle a l'impression... Tu vois, ça fait vachement penser à Blanche-Neige, je trouve. Tout à fait. Bah, encore une fois, l'héritage du dessin animé, du conte, en fait. Ce qui donne, en fait, le cachet un peu atypique même visuel du film. Pour ça, en plus, bon, c'est vrai qu'on en a parlé au début, mais c'est vrai que tout le travail, c'est vrai que sur les maquettes, quand bien même tu vois maintenant avec la HD, que tu vois que c'est juste des maquettes, mais je trouve que ça apporte un côté, comme on disait au début, un peu onirique, un peu conte de fées justement à l'ensemble, et c'est vrai que c'est ce qui donne pour moi la singularité visuelle du film encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça a vraiment du charme. Visuellement, le film a un certain charme en fait en termes purement de ces idées de design graphique, voilà. Et pour en venir sur la scène où justement ils sont tous les quatre, ce qui m'avait marqué moi, c'était les déformations d'objectifs
Tu sais, lorsque ça fait des espèces de zoom avec l'objectif déformé, un peu ce qu'on avait encore une fois dans les films muets à la Abel Gance, etc., Murnau, en fait, pour créer des effets un peu qui sont en même temps très viscéraux auprès des spectateurs. En l'an 1300 après Jésus-Christ, on appelait cet homme le héros du ciel. Il proclamait à qui voulait l'entendre qu'il avait tué le démon. Il n'a pas fait un très bon travail. Donc pour vaincre les esprits, il faut lire les pages manquantes du livre. Et dans le livre, il y a un dessin d'un mec avec une tronçonneuse qui est destiné à vaincre les esprits. Et donc, il y a quand même un truc que c'est l'élu, en fait, H, quoi. On te dit quand même que c'est l'élu, mais c'est balancé tellement d'une manière un petit peu comme ça. Au fait, il y a un mec avec une tronçonneuse dans un livre sur le médiéval. Et genre, c'est normal, il y a personne qui pose de questions. Il y a un mec en chemise, comme ça. Ça m'a fait marrer, tu vois. Ça, c'est plus le genre de truc que je me dis, on n'en fait pas des tonnes. On va pas te dire, c'est lui l'élu. Oui, comme maintenant, voilà. Ouais, voilà. Là, c'est plus, il y a une page et il y a H avec une tronçonneuse et ça fonctionne, quoi. Ouais. Avec un côté très dessin d'enfant en plus. Il fait vraiment dessin pour enfants et tout. Mais ça fonctionne super bien, quoi. Ça va encore une fois de pair avec l'esprit du film, quoi. Le personnage du mécano, il est insupportable. Il force H et Annie à partir dans les bois pour retrouver sa copine. H redevient un Deadite. J'avais complètement oublié que c'était un Deadite. En fait, le film te fait oublier et d'un seul coup à ce rebondissement, et c'est pour ça que j'aime plus ce film que le premier, c'est qu'il y a des rebondissements, il y a une histoire avec il y a des moments où je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, et ça c'était vachement plus intéressant, je trouve. Au niveau scénario, il y a plus de recherche. Oui, le 1 est beaucoup plus tonitruant, voilà. Alors que le deuxième est quand même davantage écrit. Ouais, voilà. C'est pas guère épais, mais c'est quand même davantage écrit. Non, c'est pas guère épais. Mais ouais, j'avais oublié que H était possédé. Donc quand H est redevenu possédé... Bon, après, c'est vrai que la raison pour laquelle il redevient normal, c'est qu'il se rappelle le pouvoir de l'amour ou un truc dans le genre. Il se rappelle sa copine. Ouais, c'est un peu... mais même tu vois, cette idée-là, je trouve que ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans toute la film de Rémy. C'est souvent des enjeux très simples en termes de dramaturgie. Enfin, simple. Sur ces instants-là, en fait. Mais il arrive toujours, mais le côté sirupeux est toujours assumé, en fait. Le côté mélodrame est toujours assumé. Et en fait, ce qui donne une intensité visuelle, enfin une intensité émotionnelle aux scènes, quand bien même elles détonnent avec l'aspect du métrage derrière. Il y a vraiment cette idée de recentrer sur des éléments, et je pense que viscéraux par rapport à ce qu'est le personnage, et le fait justement qu'il se remémore avec la comptine qui revient au fur et à mesure, le collier, etc., ça fonctionne en termes purement émotionnels par rapport à la tragédie du perso, quand bien même il n'a été caractérisé que de manière très simple en début de métrage. Non, je vous ai dit que c'était fini. Alors écoutez-moi. Vous entendez ce que je vous dis? Je vais bien. Annie attache la tronçonneuse au bras de H qui en profite pour se faire un canon scié. La scène culte. Groovy au passage. Et oui, donc là, en effet, il est badass. Là, on peut pas dire le contraire. Tu vois, dans le premier, je disais, quand est-ce qu'il est badass, H? Il l'est un petit peu sur la fin. Encore une fois, c'est vraiment là que débute en fait la légende, le mythe Evil Dead 2. C'est-à-dire que déjà, c'est quasiment... Quelle idée, c'est une super idée. C'est quasiment un nouveau film qui commence. C'est quasiment le début de la saga. Et surtout, c'est là que l'imaginaire collectif commence à fonctionner. C'est-à-dire que, je le disais un petit peu plus tôt, dans l'esprit des gens, quand on dit Evil Dead, en fait, les gens pensent Evil Dead 2, et en vrai, c'est à ça qu'ils pensent. C'est-à-dire que on pourrait argumenter longtemps, mais les monstres sont tous un petit peu interchangeables. On leur donne des noms, mais les fans donnent des noms, mais voilà, les monstres sont finalement pas si importants que ça. C'est H qui est réellement important. Et encore une fois, on le disait, c'est un film avec une vraie écriture visuelle. Et là, il y a Evil Dead, quoi. Là, ça commence. Ouais, mais c'est exactement ça. Après, on peut en débattre. C'est l'image que j'avais d'Evil Dead sans connaître. Bah voilà. En fait. Voilà. Pareil. Quand j'étais plus jeune, c'était ça. C'était la première image qui revenait, mais plus par rapport, encore une fois, à l'affiche de Army of Darkness, de l'Armée des Ténèbres. Parce qu'elle était tellement iconique, cette affiche. Tu le voyais tout, tu disais, mais c'est ce que dit très bien Nico, c'est cette image du mec à la tronçonneuse qui combat des monstres qui est
c'est égal Evil Dead. Voilà. Et une affiche qui n'a rien à voir avec les. Je vais enfin regarder. Qui est tout aussi culte, mais qui n'a rien à voir avec les deux premières, quoi. Je vais enfin regarder cette affiche parce que ça fait 2 épisodes qu'on en parle et que je l'ai toujours pas vu. Mais en fait, tu bosses vraiment les films les uns après les autres, en fait. C'est-à-dire que tu sais pas ce qui se passe dans Evil Dead 3 ? Je sais que c'est au médiéval. Oui, c'est médiéval, oui, ça on peut le dire, oui. Non, je sais pas. D'accord, ok. Et c'est la première saga où j'ai vu aucun film. D'habitude, je suis au courant de ce qui va se passer. Non, mais au-delà du fait que t'as pas vu, c'est que vraiment tu les découvres au fur et à mesure. Ouais. Je trouve ça. Non, mais moi, j'adorerais être à ta place. Hein. J'adorerais pouvoir je me concentre sur un film par semaine. D'accord. Je me concentre vraiment à fond sur un film par semaine comme ça. Tu veux dire qu'avant de faire Twilight, t'avais déjà vu tous les Twilight ? J'avais vu le premier. D'accord. J'avais vu le premier. Ah, j'ai failli le piéger. J'ai failli l'avoir. Et sinon, c'est Infernal Affairs où j'avais pas vu le 2 et le 3. Attends, t'as pas fait ? Non. Ah bah non, j'ai tiré il y a. Je vais être encore obligé de te biper, c'est pas possible. Ah, t'as pas gardé dans le 1 ? Ah non, je l'ai bipé. Ah oui, d'accord. Tu vas rebiper là ? Je vais te rebiper. Mon budget bip. En tout cas, je veux le faire. Parce que je les ai jamais vus non plus. T'as dit que tu voulais pas les faire. J'ai changé d'avis. Il a changé d'avis. La semaine dernière, il dit tu m'invites surtout pas pour ça. Bah maintenant, ok. Je le ferai peut-être à distance par contre. Ash se bat contre la sorcière et la découpe en morceaux. Et là, on voit le démon. C'est une grosse tête avec plein de petites têtes et des bras en forme d'arbre. Apparemment, cette grosse tête a été abandonnée pendant le tournage parce que l'équipe voulait pas la rapatrier jusqu'à Los Angeles parce que c'était une trop grosse tête pour un excédent bagage sans doute. Voilà, donc ils l'ont laissée derrière et elle a disparu tout de suite. Genre... Oh merde. Comment ça tout de suite ? Tout de suite. Apparemment, genre. S'ils étaient plus là, comment ils peuvent savoir qu'elle a disparu ? C'est peut-être je sais pas, ils sont peut-être pas tous partis le même jour, j'en sais rien. Mais ils l'ont laissé où exactement ? Dans le gymnase ? Non, ils l'ont laissé à côté, comme ça. Ouais, bah après, il y a des collectionneurs, il y a des. Bah justement. Regarde, t'as déjà sorti des encombrants dans ta rue ? Elle a déjà été. Elle reste combien de temps ton étagère ? elle a été retrouvée. Ah. Voilà, quelques années plus tard. D'accord. Dans un train fantôme. Ouais, c'est génial. Non, c'est une super bonne idée. Oh putain, la classe. C'est génial. Génial. Donc le mec qui l'a récupéré a fait en fait, si ça se trouve, il conduisait comme ça, le mec qui a le train fantôme. Non, mais c'est génial. Il voit ça. Mais il y a un forain qui passe et qui récupère ça. C'est super. Qui devait même pas savoir ce qu'il avait en plus. Non. Bah non. Le film n'était même pas sorti. Non, mais le film, même des années plus tard, il l'a pas vu. Ça doit être un fan donc qui est allé dans ce train fantôme et qui a fait ce truc, me dit quelque chose. Un fan consciencieux, hein, parce que n'étant pas amateur des trains fantômes, moi je sais pas ce qui se passe dans le train fantôme. Hein. Je ferme les yeux et je tape, je donne des coups de poing dans le vide en prévision du moment où un connard déguisé viendra me chatouiller. Toi, tu vas avoir des problèmes avec les forains, toi. T'as pas peur, t'as peur de rien. Pas eux, avec leur attraction. T'as peur de rien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette grosse tête qui a des bras d'arbre Ah, j'adore. Bah, c'était en plus tu vois les corps en fait des anciennes victimes et tout. En fait, je trouve que ce qui est génial, en fait, ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est tous les éléments autour. La tempête, encore une fois les objectifs qui sont déformés au moment où elle apparaît dans le truc, etc. C'est comme si en fait tous les éléments s'acharnaient en fait contre la maison et ça donne une dimension supplémentaire au film. D'ailleurs, le film est super à ce niveau-là, c'est que c'est en crescendo continu. Ouais. C'est-à-dire, la fin, on s'y attend pas, quoi. Non, on sait vraiment pas où ils vont en venir. On sait pas à quoi va ressembler ce démon. Et il ressemble à un truc qui est dans la continuité des 2 premiers films, tu vois. C'est pas un truc choquant non plus, quoi. C'est ça. C'est un moment où je commence à m'emmerder un peu, pour être tout à fait honnête dans le film. En fait, c'est un moment où... pour moi, c'est vraiment un point de jonction entre les 2 premiers et le 3. C'est-à-dire où là, Sam Raimi, on sent que vraiment, il a les moyens, tout relatif, hein, de faire ce qu'il a toujours envie de faire, de faire sans doute ce qu'il aurait fait dès le premier s'il avait eu le temps, l'argent et tout ça. Et en fait, je trouve qu'on est, à partir de là, enfin particulièrement sur cette scène-là, parce qu'on va parler du plan final qui est ma boule mentale, mais cette créature-là, m'emmerde un peu. Enfin, c'est bien fait, c'est dingue, mais je trouve que c'est un peu le cul entre 2 chaises, finalement. Je trouve qu'on est déjà plus vraiment dans Evil Dead 2 et pas encore dans Evil Dead 3. Voilà, donc ça fait pas partie de mes... Je comprends que du point de vue technique, ce soit cool, mais de tous les films de la saga Evil Dead, si on devait penser par scène, c'est un moment où je baille peut-être un peu plus. Ou alors où je vais me servir une bière. Moi, perso, je trouve que déjà, c'est un film à la durée parfaite.
1h35 si je me trompe pas. Bah, je sais pas, attends, je regarde. Ce qui est plus ou moins parfait pour ce genre de film. 1h24. 24 encore moins, quoi, tu vois. Bah, et donc, parfait, y a pas parce un que ça moment... raconte, si on te fait le Seigneur des Anneaux en 1h24, Non, bien sûr. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pardon. Pour ce genre de film, 1h30, c'est parfait, quoi. Ouais. C'est vraiment la durée parfaite. 1h30 de gagner, j'ai envie de dire. Et franchement, moi, personnellement, il n'y a pas eu un moment où j'ai regardé mon téléphone, où j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais vraiment dedans du début à la fin. Par contre, c'était vraiment le moment de finir le film, quoi. Tu vois, s'il m'avait rajouté 10-15 minutes après, j'aurais fait là, ça aurait été un peu too much, quoi. Le film, comme on disait tout à l'heure, c'est frénétique, ça s'arrête pas du début à la fin. T'as pas un moment vraiment où tu te fais chier, je trouve. Ouais, c'est un tour de force, je trouve, ce film comparé au premier. Enfin, c'est marrant que le premier soit devenu ce grand... ce chef-d'œuvre. On dit que c'est le vous disiez que le premier, c'était le chef-d'œuvre. Moi, je trouve que le 2 est plus le chef-d'œuvre pour moi que... Est-ce que les gens emploient le terme vraiment de chef-d'œuvre au sujet des deux premiers Evil Dead ? La semaine dernière, vous l'avez dit, oui. Vous l'avez dit tous les deux. On parle pas plutôt de... je pose la question, en fait, plutôt que d'affirmer quoi que ce soit. On parle souvent de films cultes ou d'un classique, évidemment, de l'horreur, particulièrement de films cultes, puisque c'est aussi lié à son histoire. C'était le film, c'était une rumeur au début, Evil Dead, il n'était pas forcément visible partout, il a été interdit pendant longtemps. Pour moi, on peut parler de chef-d'œuvre, mais je suis pas sûr que le terme soit si souvent employé au sujet d'Evil Dead. Je sais pas, Johan, t'en penses quoi ? En fait, les Evil Dead, ils ont des réputations entre guillemets de classiques, mais si tu veux, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils n'ont pas la réputation qu'ont d'autres classiques de... Alors ça, c'est un peu la malédiction, on va dire, de pas mal de cinéastes qui ont émergé dans les années 80 ou qui ont essayé plus de faire de l'horreur comédie. À croire que la comédie, c'est jugé comme un mauvais genre, alors que pour moi, c'est un genre, tout ce qu'il y a de plus noble qui soit, est extrêmement difficile à faire. Mais en fait, il a souffert comme pas mal de ses camarades de la même époque, je trouve, par rapport à la réputation de la décennie d'avant. Quand je dis la réputation de la décennie d'avant, c'est en termes de cinéma d'horreur. C'est-à-dire que ça n'a jamais eu la réputation qu'a pu avoir Massacre à la tronçonneuse, La Nuit des Morts Vivants, les premiers Cronenberg, etc. Je rappelle que par exemple Massacre à la tronçonneuse ou La Nuit des Morts Vivants, c'est des films qui sont au Musée d'art moderne de New York. Je le rappelle. Ça n'a jamais été le cas pour Evil Dead, quoi. Ça reste des classiques populaires, mais qui n'ont jamais eu... qui sont des classiques populaires aimés des gens, du public reconnus, mais ils n'ont jamais eu l'aura comme pu avoir, comme je disais, les classiques des 70s, auxquels malheureusement on revient toujours sur cette décennie-là, quoi. Je pose la question, est-ce que ce serait pas lié aussi à l'époque des années 80, c'est-à-dire l'époque du vidéoclub, c'est-à-dire que quand on voit les deux premières affiches particulièrement, et un petit peu moins la troisième, mais quand même, c'était quand même des affiches qui ornaient les vidéoclubs, qui sont liées dans l'imaginaire collectif au vidéoclub, et donc nécessairement, est-ce que ça va pas avec peut-être un petit côté un peu film du samedi soir jetable, enfin voilà, je pense qu'aussi il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. C'est ça, et puis en fait, je pense que l'aspect comédie, alors que les films des 70s, d'horreur 70s, donc si j'ai les Toby Hooper, les Romero, les premiers Cronenberg, Wes Craven était beaucoup plus politique. C'est toujours, je pense, l'aspect, entre guillemets, mise en avant du discours politique, qui fait qu'il y aura toujours une impression de film. J'adore, attention, hein. C'est pas péjoratif ce que je dis, que ce soit envers Romero et tout ça, que j'adore aussi, hein, y a aucun problème. Mais c'est juste pour dire que dans l'appréciation critique institutionnelle, je pense malheureusement que ça pèse plus dans la balance. Et vu qu'en plus les 70s ont été énormément mythifiés, c'est limite l'alpha et l'oméga de la mythologie du cinéma moderne, pour plein de raisons, qu'en fait on a tendance à regarder ce qui vient après forcément de manière un peu péjorative. Parce qu'en plus, bon, les années 80, c'est les années Reagan, etc. Enfin bon, à part on n'est pas là pour faire l'historique du nouvel Hollywood, etc. Mais je pense que malheureusement, l'inconscient collectif cinéphile, entre guillemets, des 80s vis-à-vis par rapport aux 70s, joue à mon avis pas mal dans ça, en fait. Je pense, honnêtement. Parce que c'est un peu le cas aussi, à part Carpenter, qui lui maintenant est considéré à juste titre comme un immense cinéaste, alors qu'il a fait une grosse partie de sa carrière dans les années 80. Tu vois, tu prends Evil Dead, je pense même à des trucs... Enfin, du moins, c'est l'impression. Des barrières d'ailleurs qu'il faut parfois des barrières qui seraient parfois de bon ton de briser, hein, mais voilà. Oui, bien sûr. Debout, bien sûr. Hey, je vais prendre ton âme, je vais prendre ton âme, je vais prendre ton âme.
H est aspiré dans le portail et se retrouve dans le Moyen-Âge. Voilà, là on parle. C'est la fin des Visiteurs. Non mais alors. C'est la fin des Visiteurs. Non, arrête. Arrête. Il n'y a pas. Tout le monde la faisait à l'époque. Tout le monde la fait encore. Ouais. Il n'y a pas de moment plus badass que cette caméra que H en haut d'un espèce de colline / monticule qui vient de buter un Deadites volant, que cette caméra qui travelling arrière, et là ce point ganté d'armure qui se dresse, coupure noire, fin du film. J'en ai des frissons là juste d'en parler. C'est tellement cool, c'est tellement malin et bête à la fois, c'est tellement inattendu, c'est tellement jouissif, c'est tellement simple et en même temps tellement efficace. Alors, j'aime bien parfois dire des conneries que je regrette, mais est-ce que c'est pas genre... Et j'aime bien parfois, découper toute une carrière, réduire des carrières à une scène. Franchement, et j'ai vu tous les films de Sam Raimi, c'est les 10 secondes les plus cool de toute sa filmographie. Mais vraiment, et de très très loin. C'est génial. Le moment où il attache la tronçonneuse à sa main, Pour moi, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Aussi cool. Mais c'est vrai que quand tu lances un film comme ça et que tu termines sur ça, enfin moi je me revois à 14 ans, j'étais comme un fou. Et littéralement, déjà le film était tel que, je sais pas si je devrais dire, j'en étais un point où je mimais les mouvements de caméra et les sons, parce que tellement que j'étais à fond dedans, et puis la fin, avec le point levé comme tu dis, mais j'en pouvais plus. Et imagine, les gens à l'époque désormais attendaient la suite. T'es là, mais tu devais devenir zinzin. Mais Puis en plus, c'est une idée de génie. Ouais. Puis en plus, tu pars quand même d'un film d'horreur dans une cabane et tu termines le film au Moyen-Âge sur un aspect totalement épique. Mais c'est fou. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais c'est complètement taré, quoi. Non, mais c'est comme si Frodon, à la fin du Seigneur des Anneaux, atterrissait à New York de nos jours, tu vois. T'es là. Non, mais c'est un côté un peu comme ça. Une méga trahison. Là, ça aurait été horrible. Et pour le coup, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a quand même un matériau d'origine où, à un moment, déconne pas, tu peux pas faire ça. Mauvais exemple. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu comprends. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est comme si tu partais juste de la comté et que tu arrivais directement dans le Mordor, en fait, sans passer par toutes les étapes intermédiaires. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser un peu. Et Johan, pour le coup, tu as participé à l'épisode sur Matrix. Tu as fait quoi ? Reloaded, c'est ça ? Ça me fait penser un peu à Matrix Révolution, la scène où son boss, lui... En gros, parle à Neo en disant voilà, les investisseurs veulent un 4e Matrix parce que ça fait fric. Il y a un côté genre putain, mais je suis où là en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il dézingue tes attentes de façon à la fois troublante, évidemment inattendue, pas stupide du tout. Ça a du sens dans le récit, c'est pas juste pour choquer, et en même temps, ça crée une attente démentielle pour la suite, quoi. C'est génial. Je savais que le 3, c'était médiéval. J'étais au courant, tu vois, je savais qu'il devait bien y avoir un moyen d'y aller, mais je ne savais pas du tout que le 2 annonçait déjà le 3, en fait. Ouais. Voilà, je pensais que chacun des films était un peu dans son propre univers, tu vois, il y avait un petit côté comme ça avec Evil Dead, tu vois, où tu te dis, chacun des films pourrait très bien être... Et là, en fait, c'est H médiéval, mais dans mon état d'esprit, je me disais, ça se trouve, c'est pas le H qu'on voit dans les 2 premiers, c'est un H de cette époque-là. Tu vois que oui. C'était ça l'imagination. Une forme de spin-off. Voilà, c'était ça, un truc comme ça que j'imaginais. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais content. Franchement, si j'avais vu ça au cinéma, j'aurais applaudi, quoi. Je dis rien, mais je pense que Yann pense la même chose que moi. J'ai vraiment hâte que tu vois Evil Dead 3. tu disais ça du 2 déjà, quand on a fait le premier. Ouais, Evil Dead 3 va te flinguer la gueule. Tout ce que je sais du 3, c'est que c'est une grosse comédie. Ah oui, c'est une comédie, ouais. Voilà. Essentiellement une grosse comédie. Oui, c'est une comédie, ouais. T'as pas peur s'il y a un moment qui fait peur. En fait, tu vas directement dans la comédie, c'est-à-dire que le premier est un film d'horreur, le 2 c'est horreur-comédie, le 3 c'est complètement une comédie. Ok, ça se trouve, ça va me plaire. Hein. Et en fait, ça va aussi de pair avec le statut de H, qui passe de anti-héros dans le 1 et le 2, et là, à moitié du 2, il devient héros, enfin, la fin avec la tronçonneuse, il devient héros. Dans le 3, il devient héros, mais il reste totalement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment Monsieur Catastrophe, imbu de lui-même et qui va s'en prendre plein la gueule, en fait. Parce qu'il est
Voilà, en fait, c'est ça. Bon, bah, je Et c'est verrai vrai bien. que C'est là où il a le plus de dialogue, c'est là, c'est finalement là où H existe le plus Ouais. dans tous les films. Eh bien, on en a fini avec ce petit Evil Dead 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, moi, ça reste un de mes films de chevet, comme je t'ai dit. Si je devais faire une liste de mes 100 films préférés, il serait, comme j'avais dit en intro, c'est mon épisode préféré de la saga. C'est un de mes films préférés de Sam Raimi, c'est un de mes films préférés tout court. Et je rebondirai sur ce que j'ai dit au tout début de l'émission, c'est-à-dire que ça a été une vraie porte d'entrée sur une autre façon d'appréhender le cinéma en général. Et ça va te fait rire, mais je pense que sans ce film-là, que j'ai vu peut-être au bon âge aussi, et ça va peut-être vous faire rire au niveau des exemples, mais je pense que c'est ce film-là qui m'a initié vers un certain type de cinéma. Je pense à des trucs aussi différents que À toute épreuve de John Woo, Lidstomania de Ken Russell, Orosu, ou même récemment plus des films à la Triple R ou des Everything Everywhere at Once, c'est-à-dire des films fous, des films frénétiques qui vont dans tous les sens, mais en même temps qui n'oublient jamais le cinéma. En fait, enfin, des films où tu termines, comme tu l'as très bien dit Nico, en parlant de la fin d'Evil Dead 2, tu termines comme un fou, euphorique, c'est totalement frénétique du début à la fin, mais en même temps il y a des idées de folles, complètement folles, et pour moi c'est peut-être... excusez-moi l'expression un peu péteuse, c'est du pur cinéma. C'est vraiment le cinéma à l'état pur. Voilà. Le film qui est une expérience frénétique et où tu termines complètement lessivé, mais en même temps euphorique parce que tu viens de voir. Voilà. Evil Dead 2, le meilleur résumé de la saga Evil Dead. Finalement, c'est-à-dire que pour moi tout Evil Dead est contenu là-dedans. Et surtout, je pense le Evil Dead qui résume, ou en tout cas qui symbolise le mieux son époque, c'est-à-dire que on parlait des vidéoclubs tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un classique de vidéoclub, l'affiche avec ce crâne qui regarde directement vers le spectateur, on l'a vu en grand format absolument partout dans les années 80, même bien longtemps après la sortie du film, même dans les années 90. Et c'est un film qui est un peu un symbole, en tout cas représentatif de cette époque, dans le sens où, de la même façon que nous, on allait au vidéoclub pour un jour prendre un dessin animé, un jour prendre un film d'action, un jour prendre un film d'horreur, bah Sam Raimi, voilà, il fait ça, il fait un film d'animation, il fait une comédie, il fait un film d'horreur. Et pour moi, c'est vraiment l'un des films qui résume le mieux les années 80, qui résume le mieux Sam Raimi aussi, qui résume le mieux Evil Dead. Le premier reste quand même mon préféré parce que il y a la naissance d'un cinéaste, parce que il y a davantage de défauts. C'est un petit peu paradoxal, mais très souvent j'aime quand les films sont moins maîtrisés, quand c'est moins propre, parce que je trouve qu'il y a davantage de vie. Mais non, Evil Dead 2, évidemment que c'est génial. Et puis on l'a un peu survolé, mais c'est vrai, c'est un film et c'est une saga qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller lire autre chose, t'as pas besoin de comprendre autre chose que ce qu'il y a dans les films. Et Evil Dead 2, tu peux... Alors, évidemment, il y a cette scène finale qui rend zinzin, et en même temps, tu pourrais t'arrêter là et te dire... Ouais, bon, bah voilà, c'est Sam Raimi qui rigole avec moi et qui fait du pur Sam Raimi. Tant mieux si tu vas voir le 3, mais t'as pas besoin de voir le 2 pour comprendre le 3, t'as pas besoin de voir le 1 pour comprendre le 2, et c'est quand même vraiment, particulièrement dans l'époque actuelle, vraiment rafraîchissant. Eh bien, moi, les amis, j'ai kiffé. Ah, ça fait plaisir. Tu vas le revoir une deuxième fois, du coup ? Je vais le revoir pour les sons. Ouais. En VF ? En VF. J'ai jamais vu en VF, je crois, très honnêtement. Ouais, je vais le voir en VF. Je me suis vachement bien amusé. J'ai passé un très, très bon moment. Je me suis pas emmerdé une seule fois. À peu près tout m'a plu. Je veux dire, il n'y a pas un moment où je me suis dit ça c'est bizarre, ça va pas, ça ceci, ça cela. Et bien même s'il y a un moment où tu te dis cette scène elle est pas géniale, c'est suivi par une scène qui va te retourner le cerveau. Et en fait t'as pas le temps de te dire c'est génial, c'est pas génial, t'as pas le temps, t'es déjà passé à la suite. Ouais. T'as pas trop le temps de penser, et ça c'est bien. C'est un problème pour certains films. Je vais citer un film dont j'ai pas le droit de citer, mais ça me vient à l'esprit là comme ça, donc je vais le faire tout de suite. Star Wars épisode 9. Star Wars épisode 9. C'est lequel le 9 ? Le dernier.
Ah, c'est horrible ça. Voilà. C'est un film qui te balance plein de trucs à la tronche tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. T'as pas le temps de réfléchir. Et ça, c'est pour masquer le vide. Mais une fois que c'est fini, tu commences à réfléchir, tu vois. Une fois que c'est fini, t'as tout qui te revient et tu te dis, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ah, mais t'as pas besoin d'attendre la fin. Non, moi, j'étais dans la salle et je poussais des hurlements de gêne et de moi, je te parle colère. du spectateur lambda. Ouais. Je te parle pas du fan de Star Wars ou d'un truc comme ça. Bien sûr. Le spectateur lambda, il va voir Star Wars, il fait, c'est bien, il y a des lasers, ça fait piou-piou et tout, il est content. Une fois que tu commences à réfléchir 2 secondes, tu fais, il y a ça qui va pas, tu commences à gratter un peu et tu fais, il y a rien qui va. Moi, personnellement, dès la première scène, j'aimais pas le film. Mais en tout cas, là, pour revenir à Evil Dead, je trouve. On a déjà passé trop de temps sur Star Wars, normalement c'est Non, c'est bon. On est tous d'accord sur ce film-là. J'ai été insulté par ce film. Voilà, on arrête. Je l'ai pris personnellement. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. D'accord, j'arrête. Voilà, on arrête. Evil Dead, c'est l'inverse de ce que je viens de raconter. C'est-à-dire c'est la même chose, ça te balance plein de trucs à la tronche, mais quand tu vas y réfléchir ensuite, tu vas dire ça c'est bien, cool, cool, ça c'était machin. J'ai bien aimé l'utilisation des maquettes, l'utilisation de la stop motion, les maquillages sont encore plus fous que dans le premier, où là en l'occurrence dans le premier c'était juste une fille déguisée en Joker, ou tu vois des trucs un peu comme ça. C'était beaucoup de fond de teint. Beaucoup plus cheap quoi, tu vois. Bruce Campbell... Pas cheap, il y avait moins de budget, mais c'était pas cheap. Bruce Campbell est excellent. Là où dans le premier encore, je ne trouvais pas qu'il était forcément énorme ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas un truc qui faisait que je me disais, ce mec, je comprends pourquoi tout le monde l'adore. Là, j'ai vu le film. Maintenant, je crois en la hype. La hype, j'y crois. Quoi. Tu vois, là, je comprends maintenant Bruce Campbell. Si je le croisais un jour, je ferais, putain, c'est un des mecs les plus cool que j'ai vu de ma vie. Tu vois, parce que c'est H. Et Sam Raimi aussi, que je connaissais essentiellement pour les Spider-Man et pour quelques films que j'avais dû voir par-ci par-là. Je ne connaissais pas vraiment le vrai Sam Raimi. Et là, donc, c'est l'occasion aussi de voir ce qu'il est capable de faire. Evil Dead 2, c'est le vrai Sam Raimi. Je trouve que voilà, là, c'est vraiment ça que j'attendais de Sam Raimi. Et c'est un plaisir d'avoir enfin pu en parler. Et je pense que c'est le film de la saga, vraiment, où il est le plus Sam Raimi parce qu'à ce moment-là de la saga, il y a une vraie attente pour le 3. Une vraie attente pour le 3 qu'il n'y avait pas pour le 2. Donc, certes, il a fait le film qu'il voulait, mais voilà, je pense qu'il n'a pas ressenti vraiment de grande pression avant de faire le 3. Je pense qu'il était vraiment très libre sur le 2. Ouais, ça se voit. Ouais, t'as Dino qui paye. T'as Dino De Laurentiis qui te file un chèque. Ouais, il est vaguement radin, mais il paye. Il est vaguement radin, ouais. Ouais, bah demande à Lynch, tu vas voir. Ce sera fait. Il aura beaucoup de choses à dire. Ce sera fait. Et ouais, donc content d'avoir fait Evil Dead. J'avais un peu peur au début de me dire, ça se trouve, je vais rien. Quand j'ai vu le premier et que ça m'a pas non plus retourné, je me suis dit, ça se trouve, le 2 va pas me plaire. Et là, je vais commencer à. Là, les gens, là, les geeks, ils vont commencer à gueuler. Là, tu vois. Là, c'est là que je vais entendre sur Twitter, comment t'aimes pas ça et tout, c'est honteux. Mais tant mieux, parce qu'en vrai, c'est pas des films très cérébraux. Normalement, c'est pas des films qui infusent, c'est des uppercuts, tu vois. Donc tant mieux si finalement, à la deuxième fois, ça t'a quand même. Ça fonctionne très bien. Ah voilà. Bah merci beaucoup. Merci cool. beaucoup à vous deux de m'avoir encore trop parlé, je suis désolé. J'ai encore trop parlé, je suis désolé. Ouais, de toute façon, tu seras aussi coupé au montage. On sera tous les deux coupés au montage. Moi aussi, vous pouvez me couper. On ne fait pas d'épisode. On balance tout. Tu étais, apparemment, c'est mon 8e épisode. Je tiens à te le dire, Johan, tu étais parfait. Johan, on peut te retrouver où en ce moment? Sur Monsieur Bobine, c'est ça? Sur Monsieur Bobine, Furiosa, et puis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. Donc Johan Orzulik. Voilà. Et si vous voulez aussi et que vous êtes fan de Matrix, il y a un livre qui s'appelle L'œuvre des Wachowski, qui est coécrit par Johan. Et Julien Pavageau et Aurélien Noyer. Voilà, par l'équipe de Monsieur Bobine. Qu'il faut que je lise absolument. Exact. Nico, on te retrouve sur Filmo? Sur Filmo, absolument. Donc Filmo, plateforme de streaming 100% cinéma, où je vous concocte de chouettes programmations et des émissions dédiées, thématiques, sur le cinéma de genre, le patrimoine, tout ça. Donc abonnez-vous, c'est pas très cher en plus. Eh bien encore merci messieurs. C'est vous, merci. Monsieur. Merci. On se revoit pour... Gloire à celui qui vient du ciel pour nous délivrer du terrible Kandar.
Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Il est 2h du matin et je viens seulement de finir le montage. Il y a eu des petits soucis pour enregistrer l'épisode et donc ça a fait que j'ai eu beaucoup de montage à faire et c'est pour ça que l'épisode sort que mardi. Et en plus, depuis quelques temps, je suis passé à un nouveau logiciel au niveau du montage et je suis encore en train d'apprendre. Donc il y a des moments où ça me prend pas mal de temps. Mais par contre, c'est super sympa d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que moi, là, sur le sujet Sam Raimi et films d'horreur des années 80, comme vous pouvez le constater, je suis un peu une quille. Un grand merci à Sarah vs Evil Dead, Fear the Walking Jerem, Alex Clegane, Pascal Big Daddy, Planète Elvire, Rob Alexis, Aurélien Bub, Claire Redfield, Brain Seb, Damien Tarman, Franck Wesker, Dernier train pour Dylan, Loba Palpatine, Julien le Réanimator, Louis Grundy, Michel Michon, I Lizzy, Monsieur Zombie, World War Nicolas, Resident Océane, Pierre Nigan, L'Armée des Rémi, Renato of the Dead, 28 Romains plus tard, The Walking Dead, Talal Selim, Vincent la créature de Frankenstein, Yann Voriz, Mehdi Béa et Barbara les morts vivants, et bien sûr Gérard le H du Patreon. Le Patreon, c'est un truc où vous pouvez m'aider si vous trouvez que je fais du bon boulot et que vous avez un peu d'argent en trop. Vous pouvez m'en filer et en échange, je vous file des épisodes bonus, des épisodes en avance et des trucs dans le genre. Le prochain épisode, ce sera sur Brain Dead. Et aussi, en plus, là, on approche des 250 membres du Patreon et quand on aura 250 membres, on fera Harry Potter. Ce sera la saga Harry Potter avec 8 épisodes sur les 8 films Harry Potter. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous êtes fan. Et sinon, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'épisode si vous avez bien aimé sur Spotify. Ou à nous suivre sur @lasagapod. Je suis super fatigué. Je vais aller me coucher. Donc je vous souhaite une bonne nuit si vous écoutez ça le soir. Voilà. À la prochaine!